Alors, et puisqu'il est devenu adepte d'un social-libéralisme à la scandinave, d'un capitalisme qu'il veut réguler. Cependant, quand nous nous sommes revus, donc quand il est venu à Paris, bon, il y revenait de toute façon de temps en temps, mais quand il est revenu pour s'y installer et commencer ses cours au Collège de France, quand Laure et moi avons été assistés à ses cours, pas tous, mais plusieurs de ses cours, je me suis aperçue que non, il n'avait pas changé. Il est resté le même, généreux, passionné, enthousiaste et engagé. Et sans être un politique, ce qu'il se défend d'être, il essaie d'influer sur la politique économique de son pays. Et vous le savez, depuis la commission Attali en 2008 jusqu'à ses propositions aux différents candidats, Hollande puis président, candidat Macron puis président, qui, comme tous les décideurs, n'écoutent pas forcément toujours les experts, il a essayé donc de porter des idées dont certaines ont été reprises, mais pas toutes, et dont certaines sont aussi en discussion, puisque évidemment, comme toujours, dès qu'il y a plus de deux économistes, ils ne sont pas d'accord entre eux. Il aime débattre, il aime transmettre, surtout aux jeunes générations, et aussi travailler en équipe, comme le prouvent tous ses travaux, qui sont toujours du travail d'équipe depuis les premiers jusqu'à ce dernier livre. Alors, je ne sais pas le montrer, je ne sais pas si on voit, oui, qui est le dernier. Je ne sais pas si ça va être à l'envers, mais que non, c'est celui-là. et donc, il a gardé donc ce qu'il était quand on s'est connus, c'est-à-dire un optimisme contagieux que certains peuvent juger excessif ou candide, mais qui fait beaucoup de bien, surtout en ce moment, dans cette période où on a besoin de valeurs d'espoir et pas seulement de critiques disons, d'angoisse. En effet, la crise du Covid a bouleversé notre monde de façon nouvelle et inattendu, au moins pour la majorité d'entre nous, même si certains avaient peut-être vu avant nous que c'était possible. Et donc, dans un monde économique et social qui était des échanges et de la éviter, elle nous a contraints à réduire nos échanges physiques, à instaurer des distances et à modifier beaucoup de nos comportements. On en parlait en introduction de cette réunion. Elle a aussi conduit à une contraction jamais vue de l'économie au niveau mondial. Ça ne s'était pas vu depuis la Seconde Guerre, à gonfler les dettes publiques d'une façon qui est inquiétante. Évidence, de façon diverse suivant les pays, les faiblesses et insuffisances de nos économies. D'autre part, le développement. Petit problème. Ah. Et là, tu nous Figeage. entends? Croissance passée, ou même à inventer de voilà. nouvelles voies, notamment pour contrer le réchauffement climatique et ses conséquences. La crise, c'est aussi un moment où des décisions essentielles, à la fois pour essayer de comprendre et traiter les causes qui ont conduit, mais surtout pour éviter qu'elles se reproduisent, peuvent donc être cherchées, et aussi pour, pourquoi pas, essayer de changer de paradigme. Alors, y arriverons-nous? Philippe Aghion, il est de ceux qui pensent que le processus de destruction créatrice est une opportunité qui permet de nombreuses voies de croissance. Il dit, plutôt que de vouloir dépasser le capitalisme, il faut chercher à mieux le réguler. Mais comment diriger cette destruction créatrice vers l'objectif d'une croissance plus verte et juste, écrit-il? Comment faire que les innovateurs d'hier n'utilisent pas leur rente pour empêcher de nouvelles innovations? Nous savons que les innovations du passé ont aussi contribué à des destructions qui ne furent pas que créatrices.
Schumpeter, qui a inventé cette notion dans les années 40, s'était inspiré des travaux de Marx, mais aussi des observations des changements intervenus presque par nécessité après la Première Guerre mondiale, vers des approches plus socialistes des politiques dans des climats plus démocratiques. Renouvelant l'approche de Schumpeter, Philippe Aghion vient de publier avec Céline Antonin et Simon Bunel ce livre, Le pouvoir de la destruction créatrice, que je vous ai montré tout à l'heure. Critiquant la théorie néoclassique développée notamment par Robert Solow, qui ne prenait pas en compte les pouvoirs de l'innovation à faire changer les équilibres économiques, il propose une nouvelle approche. Celle-ci peut-elle s'appliquer à cette période de crise unique et permettre de gérer l'après-Covid. Un point moins économique pourra aussi être abordé. Schumpeter défendait la nécessité de construire la démocratie avec une forme de socialisme. Le projet issu de cette théorie de Philippe peut-il aussi contribuer à un affermissement de la démocratie alors que dans le monde, les crises semblent souvent l'affaiblir? Donc Philippe débattra avec nous sur ces questions ce soir. Après son exposé, n'hésitez pas à lui poser vos questions, de préférence, puisque nous sommes nombreux, là on est 38, de préférence peut-être en passant par ce qui chez moi s'appelle discussion, qui a peut-être un autre nom suivant les chat, discussion, etc., ce qui vous permet de poser une question qui est vue de tous et qui peut-être, vous pouvez les formuler au fur et à mesure de l'exposé, et comme ça, il pourra y répondre après, peut-être plus facilement. Voilà, Philippe. C'est à toi. Merci beaucoup. Ben, voilà, c'est toujours un grand moment d'émotion que, voilà, voilà, Eda m'ait introduit comme ça, parce qu'en fait, Eda ne vous l'a pas, très modeste, elle ne vous l'a pas dit. Moi, je n'ai pas réussi à la convertir, à la faire venir au Parti communiste, mais elle a réussi à me convertir à l'économie, parce que je me souviens quand on s'est connus, on était tous les deux étudiants en maths, mais toi, Eda, tu as bifurqué vers l'économie avant. Et tu trouvais que c'était formidable. Et moi, je me suis dit, quelle bonne idée. Moi aussi, je vais m'inscrire dans des cours d'économie. Donc, voilà. Donc, moi, je n'ai pas réussi à te convertir au communisme, mais toi, tu m'as converti à l'économie. Donc, voilà, finalement, tu as gagné. Voilà, je ne sais pas, peut-être que c'est un grand malheur que je sois… voilà. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, ça, c'était l'histoire de notre… Et puis, il y a eu beaucoup de choses. Voilà. Puis, avec Daniel qui est là, je me rappelle de toutes ces soirées musicales. C'est vrai que moi, toute ma vie, la musique m'a beaucoup accompagné. Et c'est vrai que j'ai vraiment découvert la musique avec Daniel, Eda, notre ami Gérard. Enfin, voilà, on avait un groupe, on allait beaucoup dans les concerts. Et c'est toute ma vie, à chaque fois que j'écoute de la musique, je pense toujours à ces moments très intenses qu'on a vécu ensemble. Voilà, ça a été un peu comme dans certains films où il y a des groupes, des groupes qui se voient très intensément, puis après ils se séparent, mais en fait, toute leur vie, enfin en tout cas moi de mon côté, toute ma vie était toujours très imprégnée de ces quelques années, finalement, c'était peu d'années où on se voyait beaucoup, beaucoup. Voilà, enfin, on pourrait faire un exposé là-dessus, mais je vais peut-être faire un exposé en tant qu'affaire, je vais faire un exposé sur le sujet de la conférence. Voilà, donc je vais, est-ce que alors vous voyez, voilà, je vais faire animation slideshow from the beginning. Voilà, est-ce que là, vous voyez bien les transparents? C'est bien? Vous le voyez? Oui, là on voit. D'accord, voilà. Donc, effectivement, donc c'est ce que je vais raconter est vraiment basé sur ce livre qui a été écrit donc, avec Céline Antonin et Simon Bunel, voilà. Et en fait, une motivation du livre, c'est qu'on peut une manière de le présenter, c'est qu'on a un peu un discours dominant, surtout en France, on est très porté vers le pessimisme. Bon, maintenant, on voit que quand j'ai commencé à présenter, je dis le Covid est durable, voire insurmontable. Bon, maintenant, on sait qu'avec le vaccin, quand même, on va y arriver, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Et puis, on a la peur des variants. Et puis, voilà, il y a une espèce quand même de pessimisme sur est-ce qu'on sortira jamais de la pandémie, est-ce qu'on n'aura jamais une vie normale à nouveau. Il y a un autre sujet de pessimisme, c'est les inégalités qui ont énormément augmenté avec le Covid et dont on se dit, mais de toute façon, qui augmentaient déjà beaucoup. Et on se dit, est-ce qu'on est condamné à des inégalités qui augmentent sans cesse? Également la mondialisation, une peur de la mondialisation, est-ce qu'elle va nous marginaliser, nous, la France ou l'Europe, sur la scène internationale? Il y a aussi l'angoisse du réchauffement climatique, est-ce qu'elle nous condamne à la décroissance? Est-ce qu'on n'a pas d'autre moyen que de s'y adapter parce qu'on ne pourra rien faire pour vraiment surmonter le réchauffement climatique? Voilà, enfin, des séries de questions. Et en fait, c'est un peu, ce qu'on explique dans ce livre, c'est un peu oublier ce pessimisme, c'est un peu oublier la destruction créatrice. Elle a hissé nos sociétés à des niveaux de prospérité inimaginables il y a 200 ans.
elle seule nous fait sortir de l'impasse du Covid, c'est le vaccin. Hein. Sans le vaccin, on n'en sortirait jamais. Or, il y a 1 an et demi, on ne pensait jamais qu'on aurait, en 1 an à peine, on transformerait une technologie de base qui est l'ARN messager en vaccin produit à l'échelle industrielle. C'est à nouveau la destruction créatrice qui nous permettra de reconquérir la maîtrise de nos chaînes de valeur. C'est elle qui permet la croissance verte, parce que j'en parlerai tout à l'heure, mais finalement la Covid, la pandémie, c'est une expérience naturelle. On a vu qu'en mars-avril 2020, le PIB en France a baissé de 30%, mais les émissions de CO2 n'ont baissé que de 8%. Donc on voit bien que la décroissance n'est pas la solution au problème du réchauffement, il faut trouver autre chose. Et l'innovation verte peut-être est la clé. Et puis j'expliquerai qu'aussi la destruction créatrice est un levier, ou en tout cas peut devenir un levier essentiel pour relancer l'ascenseur social si on l'accommode des bonnes institutions. Voilà, donc en fait, alors maintenant la destruction créatrice, qu'est-ce que c'est? C'est le processus par lequel de nouvelles innovations viennent constamment remplacer des technologies, activités existantes et les rendre obsolètes. Voilà, donc, et en fait, au cœur du processus, il y a une contradiction, parce que d'un côté, l'innovation, elle est motivée en grande partie par la perspective de rente de monopole, de rente d'innovation, mais d'un autre côté, ces rentes il y a une tentation énorme quand on les a, quand on a innové hier et qu'on a acquis des rentes grâce à l'innovation, d'utiliser ces rentes pour essayer de bloquer de nouvelles innovations. Parce que justement, moi, l'innovateur d'hier, je ne veux pas qu'il y ait de nouveaux innovateurs qui viennent me rendre moi obsolète. Donc, il y a cette contradiction qu'à la fois, il faut des rentes, mais il ne faut pas qu'elles soient utilisées pour empêcher de nouvelles innovations. Et c'est cette contradiction qui est au cœur de la croissance. Et c'est tout le problème, c'est comment réguler le capitalisme, c'est comment gérer cette contradiction. Alors, Schumpeter, lui, comme il avait noté cette contradiction, et lui, son pronostic, c'était que le capitalisme était condamné au départ, parce que les premiers innovateurs se transformeraient en gros conglomérats, et ces conglomérats bloqueraient les innovations ultérieures. Donc, lui, il prédisait que le capitalisme serait essentiellement mort-né, quoi, qu'immédiatement, il disparaîtrait parce qu'il serait bloqué par les intérêts en place. Et nous, dans ce livre, on explique comment on peut sortir comment on peut conjurer ce pessimisme de Schumpeter et le remplacer par ce qu'on appelle un optimisme de combat. Je vais boire un petit peu d'eau quand même. Alors la destruction créatrice, ce n'est pas juste un concept, c'est que la différence de Schumpeter, c'est qu'on peut modéliser la croissance par destruction créatrice et on peut développer des mesures de destruction créatrice. On peut faire de l'empirique de la destruction créatrice. Alors une des mesures de destruction créatrice, c'est le nombre de nouveaux brevets. Ça donne le taux de nouvelles innovations, quoi. Et là, le diagramme que je représente, ça a été fait par des collègues à moi, des jeunes collègues, Ufuk Aksigit qui était mon étudiant, Grigsby est un étudiant de mon étudiant. Donc, vous voyez, ça continue. Et bien, il montre en fait que les États américains qui brevettent plus, c'est sur l'axe des X, l'axe horizontal, ils tendent à avoir une croissance moyenne du PIB par tête plus grand. Donc, il y a en fait une corrélation positive entre destruction créatrice mesurée par le taux de production de nouveaux brevets et le taux de croissance de la productivité. Il montre dans cet article que en fait, ce n'est pas juste une corrélation, mais que c'est également un lien causal. Donc, voilà, on voit déjà une première mesure de destruction créatrice qui, en fait, est un facteur de croissance. Il y a une autre manière de mesurer la destruction créatrice, c'est par le taux de création de destruction d'entreprises ou le taux de création de destruction d'emplois. Et on voit à nouveau qu'il y a corrélation positive entre cette mesure-là et la croissance du PIB par tête. Donc, on voit vraiment qu'il y a un lien très fort entre destruction créatrice et croissance de la productivité. Alors, ce livre utilise le prix de la destruction créatrice pour faire 3 choses. L'une, c'est percer certaines grandes énigmes de l'histoire économique. La seconde, c'est de remettre à plat certaines idées reçues. Et la troisième, c'est de repenser l'avenir du capitalisme, de donner des clés pour repenser l'avenir du capitalisme. Alors, parlons des quelques grandes énigmes historiques. Une première énigme, c'est celle du décollage industriel. Après, il y a les révolutions technologiques et l'emploi, stagnation séculaire, trappe intermédiaire, innovation, inégalité. Alors, commençons par le décollage industriel. En fait, on sait qu'il y a eu des épisodes de croissance bien avant la révolution industrielle, mais elles ont été, en général, c'est des épisodes éphémères. Par exemple, Venise a connu une période de croissance, puis ça s'est arrêté. Et différents endroits dans le monde ont connu des périodes de croissance, mais en fait limitées et qui ne se sont jamais poursuivies. Et en fait, le décollage véritable de la croissance, si on regarde les données de Madison, mais enfin, il y a d'autres qui ont étudié,
c'est vraiment début du 19e siècle. Ça se passe en Angleterre, puis en France, puis aux États-Unis, début 19e siècle en Angleterre, puis milieu 19e siècle en France, puis fin 19e siècle aux États-Unis. Et c'est là que se passe le décollage. Alors la question, c'est évidemment pourquoi le décollage a lieu à ce moment-là, pourquoi pas en Chine au Moyen-Âge, alors que les Chinois avaient inventé la roue, avaient inventé le compas, avaient fait plein d'inventions, mais ça ne s'est jamais traduit en décollage industriel. Alors pourquoi ça se passe là? Et là, le prisme schumpeterien est très important parce qu'il vous dit, ben voilà, en Europe, il y avait d'abord les idées, la liberté de circuler les idées, c'est très important pour l'innovation. Il y avait quand même des universités libres. Il y avait évidemment la possibilité de cumuler le savoir, d'éviter le mythe de Sisyphe, notamment grâce à l'encyclopédie, mais il y avait eu l'imprimerie avant qui permettait le cumul du savoir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième condition, c'est qu'il y avait une protection des droits de propriété pour ceux qui innovent. C'est ce que les Chinois ne permettaient pas. Quand il y avait un innovateur en Chine, eh bien, l'empereur l'empêchait de se développer, il avait peur de perdre son pouvoir, mais après la Glorious Revolution anglaise et la Révolution française, eh bien, ça a mis en place des institutions qui ont permis de protéger les droits de propriété sur l'innovation. Mais pas très bien au début, mais il y a eu un début de ça, quoi. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a l'Europe, et l'Europe, c'est formidable parce que si un scientifique est persécuté dans un pays, il peut toujours aller innover dans le pays concurrent. Et donc, cette concurrence et cette multiplicité de pays, eh bien, permet d'éviter le syndrome de la Chine, justement. Et de ça, Joël Mokyr, qui est un historien de la croissance, a très bien mis ça en évidence, mais c'est vraiment le paradigme schumpeterien qui est mis en scène pour expliquer vraiment pourquoi le décollage industriel a lieu en Europe et au 19e siècle et pas en Chine au Moyen-Âge. Une deuxième énigme, c'est les révolutions technologiques. Il y a eu d'abord la révolution de cette première, là c'est la révolution de la machine à vapeur au début du 19e siècle. Après, il y a eu la révolution de l'électricité. Aux États-Unis, elle culmine 1920, 1940. Après, il y a la révolution des technologies de l'information et après l'intelligence artificielle. Bien. Donc, il y a comme ça des révolutions technologiques, ça veut dire que c'est des technologies génériques qui s'appliquent à l'ensemble des secteurs. Alors, évidemment, on se demande toujours pourquoi ça met du temps. Par exemple, entre l'invention de la machine à vapeur et le fait que ça produise la révolution industrielle, il s'est passé un certain temps. Entre l'invention de l'électricité par Edison et le fait que ça devienne une révolution technologique, les temps modernes de Charlie Chaplin, il faut du temps. Pourquoi ces retards? Pourquoi ça prend du temps? Donc le livre explique un petit peu pourquoi il y a un certain temps avant qu'une invention devienne une vraie technologie générique qui produit une révolution industrielle. Et on parle de la diffusion d'un pays à l'autre des technologies. Mais une des énigmes que je reverrai tout à l'heure, c'est pourquoi les révolutions technologiques n'ont jamais produit du chômage de masse. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Quand il y a eu la machine à vapeur, il y a eu le mouvement des Luddites en Angleterre, parce qu'il y avait cette crainte des travailleurs anglais que la machine remplacerait l'homme et créerait du chômage de masse. Et en fait, il ne s'est pas produit ce chômage de masse. Quand a eu lieu la révolution de l'électricité, Keynes, en 1930, prédisait un chômage de masse aux États-Unis qui ne s'est jamais produit. Pourquoi? Et ça, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. D'accord? Une troisième énigme, c'est la stagnation séculaire. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que surtout depuis le milieu des années 2000, enfin 2005, je veux dire, la croissance aux États-Unis a fortement baissé. Elle a beaucoup augmenté entre 1995 et 2005. Ça, c'est la croissance, je représente la croissance annuelle moyenne de la productivité. Aux États-Unis, elle a été très forte. 1995-2005, c'est vraiment la révolution des technologies de l'information et de la communication qui a produit ça. Mais en fait, depuis 2005, il y a baisse de la croissance de la productivité. On essaie de comprendre pourquoi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout dans les secteurs qui produisent l'éthique et qui consomment l'éthique. Ce n'est pas tellement dans les secteurs qui n'ont pas à voir grand-chose avec l'éthique. Cette augmentation de la croissance suivie de ce déclin, c'est vraiment d'abord dans le groupe qui produit l'éthique, dans le secteur manufacturier qui produit l'éthique, et puis dans le secteur manufacturier qui utilise les technologies de l'information. Donc pourquoi ça? Et ça, on essaye de l'expliquer, et on explique ça en disant, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les technologies de l'information, sont apparues des entreprises comme Google, Amazon, les GAFAM. Au début, quand elles se sont développées, elles avaient des réseaux, elles avaient Walmart qui avait des réseaux que d'autres n'avaient pas, ils avaient de capital social que d'autres n'avaient pas. Quand ils se sont, grâce à la révolution des TIC, ils se sont répandus dans beaucoup de secteurs, au début, ça a augmenté la croissance de la productivité. Mais une fois qu'ils ont envahi tous les secteurs, eh bien, ils ont inhibé l'innovation des autres. Et c'est pour ça que vous voyez maintenant cette décroissance, ce déclin de la croissance aux États-Unis. En fait, ça renvoie au problème de la concurrence aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on n'a pas su adapter
la politique de concurrence à l'ère du digital. On a permis à Amazon, à Facebook, etc., de faire des fusions-acquisitions sans limite et d'envahir tous les secteurs et d'inhiber l'innovation dans les différents secteurs de l'économie. Donc là, c'est intéressant parce que là, l'optimisme de combat, on voit bien le dilemme schumpeterien. Vous voyez, les innovateurs qui étaient les GAFAM, ils ont fini par inhiber l'innovation des autres. Mais là, on voit bien que si on arrivait à s'attaquer, à moderniser les législations de concurrence aux États-Unis et faire que les entreprises en place pratiquement le lobbying, eh bien, on peut surmonter ce problème. Vous voyez, donc, et peut-être que là, avec Biden, on va pouvoir justement pousser pour des réformes de la politique de concurrence aux États-Unis qui permettra de débloquer, parce que l'éthique et l'intelligence artificielle ont un énorme potentiel de croissance qui est en fait inhibé par cette politique de concurrence qui est inadaptée. Et donc ça, c'est très intéressant. Et là, on voit bien que la société civile et l'État peuvent jouer un rôle pour débloquer les choses. Les trappes intermédiaires, c'est l'idée qu'il y a des pays qui ont commencé à rattraper, par exemple l'Argentine, entre 1870 et 1930, avait un taux de croissance similaire au taux de croissance américain. C'était un pays très dynamique et depuis les années 30, c'est un pays en déclin. Mais il y a eu d'autres pays qui ont commencé à croître très vite, comme par exemple le Japon, jusqu'à la fin des années 80. Le Japon croît très vite et après, elle s'arrête de croître. Et pourquoi ça se passe comme ça? La Corée du Sud a cru très vite après-guerre et puis à un moment donné, elle s'est mise à croître moins vite. Et là, à nouveau, c'est un phénomène schumpeterien, c'est-à-dire que pendant la période de rattrapage de l'Argentine ou du Japon ou de la Corée, etc., se sont développés des grands conglomérats. Et ces conglomérats, eh bien, ils ont empêché de passer à des institutions qui favorisent la croissance par l'innovation. La croissance était basée sur le rattrapage. Quand vous faites du rattrapage, la concurrence, ce n'est pas très important. Mais quand vous êtes une économie d'innovation à la frontière, là, la concurrence devient très importante. Et normalement, il faudrait, quand on devient une économie plus frontière, eh bien, passer à faire des réformes structurelles qui vous rendent plus concurrentiels. Mais ce qui se passe souvent, c'est que les entreprises en place, les gros conglomérats japonais ou les gros conglomérats coréens, font barrage, font pression sur l'État pour empêcher ce changement institutionnel qui leur permettrait de continuer de croître vite maintenant qu'ils se sont approchés de la frontière technologique. Et à nouveau, on voit que c'est le dilemme schumpeterien. Les grandes entreprises qui ont permis la croissance de rattrapage deviennent des obstacles quand il s'agit de changer les institutions et de passer à une économie d'innovation. Enfin, il y a l'innovation-inégalité. On voit que les inégalités, notamment la part du top 1%, ça c'est les travaux de Piketty, Saez, etc., qui ont beaucoup augmenté depuis les années 80, mais les brevets aussi. L'innovation aussi a beaucoup augmenté. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder l'effet de l'innovation sur les différentes mesures d'inégalité. Une des mesures d'inégalité, c'est la part du top 1%. Et on voit que l'innovation, évidemment, augmente la part du top 1%, parce que quelqu'un qui innove, il fait des rangs d'innovation et il contribue à l'inégalité en haut de la distribution des revenus. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que l'innovation n'a pas l'air d'avoir d'effet sur une mesure plus globale d'inégalité qui est le Gini. Et la raison, c'est que eh bien, l'innovation, on va le voir tout à l'heure, en même temps qu'elle augmente l'inégalité en haut de la distribution, elle crée de la mobilité sociale. Et parce qu'il y a la destruction créatrice, justement, parce qu'il y a des nouveaux qui remplacent des anciens, mais aussi parce que les firmes innovantes tendent à créer davantage d'emplois qui permettent la promotion des individus. Donc, vous voyez, l'innovation a ce double effet sur les inégalités. D'un côté, elle augmente les inégalités en haut, mais de l'autre côté, elle augmente la mobilité sociale. Donc, quand on regarde l'effet de l'innovation sur l'inégalité globale, on voit qu'il n'y a pas d'effet. Là, je regarde au niveau des États américains. Les États américains qui innovent plus ne montrent pas plus d'inégalités globales. Vous voyez, donc ça, c'est intéressant. C'est des choses dont on parle dans le livre. Alors, donc, je disais que la première partie du livre, c'est de résoudre certaines énigmes. La deuxième partie du livre, c'est de remettre en cause des idées reçues. Vous êtes toujours vivant ou je vous ai tué là? Bon, j'ai l'impression que tout le monde suit. Hein. C'est toujours là? Oui? D'accord, je prends 2 minutes pour boire de l'eau. On est là. Donc la deuxième partie, c'est que en fait, le livre remet en cause quelques idées reçues. Une première idée, c'est qu'il faudrait taxer les robots pour protéger l'emploi. En fait, ce qu'on montre sur une étude, et ça on en parle dans le chapitre 3 du livre, c'est basé sur des travaux de recherche récents que nous avons faits avec notre collègue Xavier Jaravel, c'est qu'on montre que les entreprises françaises qui automatisent plus, elles créent des emplois. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai que les machines tendent à remplacer les hommes, mais en même temps,
les entreprises qui automatisent, eh bien, elles deviennent plus productives, donc elles deviennent plus compétitives, et donc elles augmentent la demande pour leurs produits. Elles offrent un meilleur rapport qualité-prix, et donc elles étendent leur marché, et donc elles étendent leurs ventes, et donc elles augmentent leur demande d'emploi, vous voyez, leur demande de travail. Et cet effet-là l'emporte sur l'effet de substitution. Et c'est ça qui explique que les révolutions technologiques n'ont pas produit de chômage de masse. C'est parce qu'il y a eu un effet de productivité qui l'a emporté sur l'effet de substitution. Vous voyez, donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et les entreprises qui n'innovent pas, eh bien, la probabilité de sortie décroît quand on automatise. Ça veut dire que vous pouvez regarder ça à l'envers. Quand vous n'automatisez pas, eh bien, vous augmentez la probabilité de sortie. C'est-à-dire qu'en fait, les destructions d'emplois, ce n'est pas par les entreprises qui automatisent, c'est par celles qui n'automatisent pas, parce qu'elles sont soit partiellement, soit complètement évincées par les entreprises qui automatisent. Donc, c'est à nouveau une dynamique schumpeterienne qui est en jeu. Les entreprises qui automatisent augmentent leur demande d'emploi, augmentent au détriment de celles qui n'automatisent pas. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on aurait vu au départ. Donc, taxer les robots, ce n'est pas une bonne idée parce que vous allez inhiber l'innovation. Or, c'est précisément l'innovation qui permet aux entreprises d'être compétitives et donc de créer davantage d'emplois et d'étendre la taille de leur marché. Deuxième idée, l'impôt est le seul levier pour rendre la croissance inclusive. Alors moi, je crois dans l'impôt, évidemment. Je pense que Biden a raison d'augmenter l'impôt sur les sociétés à 28%. Bien sûr, il faut le faire. Je pense que, voilà. Mais nous, en France, on avait le problème inverse. On était le pays qui imposait le plus le capital. Donc, on a eu raison d'aller vers la flat tax, de s'aligner en gros vers la fiscalité des Scandinaves. Eda mentionnait mon attrait pour les Scandinaves, qui n'est pas que personnel, qui est également, vous voyez, sur l'économie. Donc, on s'aligne, nous, en France, sur ce qu'a fait les Suédois, les Danois, etc. Donc, mais les Américains aussi. En fait, les Américains avec Biden, sauf que Biden, il partait d'un niveau d'impôt beaucoup plus bas. Or, nous, on partait d'un niveau de surtaxation du capital. Donc, on s'est remis comme les autres pays, mais je parle des pays avancés, les pays les moins inégalitaires que sont le Danemark, la Suède, la Finlande. Donc voilà, mais l'impôt est très important, bien sûr. C'est grâce à l'impôt que vous financez l'éducation, la santé, les infrastructures, la flexi-sécurité, etc. Donc on a besoin de l'impôt, bien sûr. Et il faut un impôt redistributif, et un impôt pour investir, et un impôt pour assurer. Mais ce n'est pas le seul levier. Vous voyez ici, je disais tout à l'heure que l'innovation augmente la mobilité sociale. Là, je mesure à nouveau les États américains par intensité d'innovation. Si je devais tracer une droite, c'est clairement, là, c'est des zones d'emploi. Ce n'est pas des États américains, c'est des zones d'emploi. Et je vois qu'en fait, globalement, il y a une corrélation très fortement positive entre innovation et mobilité sociale. Et c'est notamment l'innovation par les entrants, c'est-à-dire par ceux qui n'ont jamais innové avant, qui stimule la mobilité sociale aux États-Unis. Ça, c'est très intéressant. Donc, empêcher l'entrée et empêcher l'innovation, c'est se tirer une balle dans le pied parce que c'est agir contre la mobilité sociale. Ce qui est intéressant également, c'est que les entreprises innovantes tendent à donner davantage de promotion. Là, je représente le salaire horaire en fonction de l'âge du travailleur dans l'entreprise. Et on dit en anglais tenure. Et on voit que dans les entreprises innovantes, eh bien, il y a davantage de promotion mesurée par l'augmentation du salaire que dans les entreprises non innovantes. Les entreprises innovantes non seulement payent mieux, mais elles promeuvent davantage. Donc, elles sont un levier parce qu'on a besoin de bien former les gens, même les travailleurs non qualifiés au départ. On a besoin de très bien les former pour qu'ils s'articulent avec les autres actifs de l'entreprise, les travailleurs plus qualifiés et les actifs physiques de l'entreprise. Donc, c'est très intéressant que l'innovation, également au sein de l'entreprise, est un vecteur de promotion sociale. Et ça, on l'explique dans le livre très bien. Donc décourager l'innovation, notamment par une imposition excessive du capital ou inintelligente, est une façon de se tirer une balle dans le pied parce qu'on s'attaque à un levier non seulement de croissance, mais également de mobilité sociale. Voilà, donc un peu ma différence avec Piketty, c'est que dans le monde de Piketty, il n'y a pas d'innovation et il ne regarde pas tellement la mobilité sociale et surtout l'innovation n'existe pas dans son monde. Dans son monde, les riches, c'est uniquement des rentiers. Et je pense que moi, il y a deux types de riches chez moi. Il y a des Steve Jobs qui sont des innovateurs, mais il y a des Carlos Slim qui sont des rentiers. Et le tout, c'est que évidemment, on veut aider les innovateurs, on ne veut pas aider les rentiers, surtout s'ils utilisent leur rente pour empêcher de nouvelles innovations. Alors, est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'il veut dire par rapport au top 1%? Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en préoccuper, mais je dis surtout qu'il faut empêcher qu'ils empêchent de nouvelles innovations. Donc, la redistribution est importante, mais aussi la législation de concurrence est importante. La politique de concurrence est un moyen de s'assurer que, eh bien, un Carlos Slim n'empêche pas de nouvelles innovations.
Et aussi, les règles de financement des campagnes politiques sont très importantes. Aux États-Unis, malheureusement, les entreprises peuvent financer sans limite les campagnes politiques. C'est l'amendement Scalia. Évidemment, c'est un désastre parce que ça permet le lobbying et ça permet de biaiser le jeu politique américain en faveur des riches. Ça, je suis totalement contre. Donc, je pense qu'il faut mettre une espèce de no-fly zone sur les riches. Moi, je n'ai rien contre le fait qu'il y ait des riches. En Suède, il y a des riches, M. Skype, M. Wallenberg, mais ils ne peuvent pas influer sur la concurrence et ils ne peuvent pas influer sur les campagnes politiques. Je crois que c'est ça qui est très important. Donc, il faut redistribuer avec la fiscalité, mais également avoir des politiques complémentaires de concurrence et d'organisation des financements des campagnes politiques. Je pense que tout ça est très important. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas discuté en général. Troisième idée reçue, le protectionnisme est la seule façon de reconquérir la maîtrise des chaînes de valeur. On regarde, vous voyez, les produits Covid. Ça, c'est les produits respirateurs, principes actifs, masques, etc. Et c'est la exportation-importation allemande, c'est les courbes en noir, et exportation-importation française, les courbes en gris. Début des années 2000, on est à peu près comme les Allemands. Et vous voyez, entre le début des années 2000 et maintenant, nous, on a stagné, notamment si je mettais les pharmaceutiques, on a complètement stagné. Et les Allemands, eux, ils exportent beaucoup plus maintenant, et ils importent aussi beaucoup. Donc, ils n'ont pas mis de barrières douanières. Ils importent et ils exportent, mais ils ont quand même un excédent commercial de 20 milliards d'euros sur ces produits, alors que nous, on n'a aucun excédent commercial et nous, on a en fait délocalisé. Donc la France, elle a délocalisé là où les Allemands ont investi, innové, de façon à préserver une partie, en tout cas, des chaînes de valeur en Allemagne. Voilà, et donc ils l'ont fait par l'innovation et ils ont associé innovation et politique industrielle. Donc je pense que nous, en France, il faut qu'on repense la politique industrielle, mais au lieu de la faire de la manière un peu bébête, qu'on empêche Carrefour d'être pris par Manche-Paille, comment ça s'appelle, le Manche-Tout, le Couche-Tard, ou je ne sais pas ce que c'est, le truc canadien. Au lieu de faire de la politique industrielle politique, il faut qu'on fasse de la vraie politique industrielle intelligente, comme les Allemands savent faire ou comme les Américains savent faire. Voilà. Donc ça, on pourra en reparler tout à l'heure. Mais il y a vraiment en France un défi de repenser la politique industrielle en l'adossant à une politique d'innovation, à repenser complètement. D'accord ? Et c'est par ce biais-là, plutôt que par les tarifs douaniers, que l'on va reconquérir les chaînes de valeur. Ça ne veut pas dire que contre le dumping social et environnemental, il ne faille pas, au niveau européen surtout, utiliser la menace de tarifs contre la concurrence déloyale, mais c'est surtout par l'innovation et la politique industrielle que l'on reconquiert les chaînes de valeur. Et enfin, la décroissance, seule solution au réchauffement climatique, non. J'ai dit tout à l'heure que le Covid est une expérience naturelle très édifiante. Hein, le PIB baisse de 30% en mars-avril 2020 et les émissions de CO2 ne baissent que de 8%. En fait, le secret, c'est les brevets verts. C'est les brevets verts qui sont là. Vous voyez qu'il y a toujours des brevets polluants et il faut favoriser l'innovation verte. Et l'innovation, le problème, c'est que les entreprises qui ont innové dans des technologies polluantes dans le passé, c'est très difficile que spontanément, elles se mettent à innover dans le vert. C'est là qu'il faut l'État pour rediriger le changement technique. Et on le fait avec la taxe carbone, mais on le fait aussi avec les subventions à l'innovation verte et avec la politique industrielle verte. Et les consommateurs ont un rôle à jouer aussi. Les consommateurs, en consommant des produits verts, eh bien, ils incitent aussi les entreprises à investir vert. Et on voit bien le triangle dont je parlerai tout à l'heure entre entreprises qui innovent, l'État et la société civile. Ce triangle-là est crucial à la fois pour conjurer le pessimisme de Schumpeter et assurer que la croissance continue, et que la destruction corrélatrice continue, mais aussi assurer qu'elle est verte, quoi. Parce que l'État et la société civile ont un rôle à jouer très important. Alors là, j'en arrive à la troisième partie, donc je vais boire de l'eau encore. J'arrive à la dernière partie du livre, c'est comment le livre est un guide pour repenser le capitalisme. Alors en fait, le Covid a été un révélateur. Qu'est-ce qu'il a révélé, le Covid? D'abord, il a révélé aux États-Unis un modèle social déficient. 500 000 morts, maintenant plus 500 000 morts, ils sont peut-être à 600 000, je ne sais pas. Beaucoup de gens qui, en perdant leur travail, ont perdu leur couverture santé. Beaucoup de gens qui, en perdant leur travail, je vais le montrer, sont tombés en pauvreté. Ça a montré vraiment le modèle social vraiment déficient américain. Et Biden, c'est la réponse, évidemment. Il a compris qu'il fallait faire une révolution. Donc, je suis totalement pro-Biden, anti-Larry Summers. Je pense que Larry Summers était très mal inspiré de s'attaquer à Joe Biden. Mais ça, on pourra en parler dans le débat. D'accord? Et je pense que le Parmentier a tort de donner raison à Larry Summers. Donc ça nous amène dans d'autres choses. Mais en même temps, le Covid a montré que l'innovation en Europe, ça ne marche pas très fort, quoi. Et en France en particulier. En France, on n'a pas été capable. Alors, je sais que Sanofi va sortir un vaccin dans quelques mois, mais
on n'est pas au niveau des Américains. Les Américains, j'en parlerai, ça a été extraordinaire. Ils ont, en un an à peine, transformé une technologie de base qui est l'ARN messager en une production massive de vaccins très bons. Aucun risque de thrombose avec Moderna, Pfizer, etc. Et ils vont avoir Johnson & Johnson, et ça marche très très bien. Et je vais dire pourquoi ça marche très bien. Nous n'avons pas l'équivalent en Europe, nous n'avons pas l'écosystème équivalent de celui des États-Unis pour innover. Et ça commence à la recherche fondamentale et ça va jusque à l'industrialisation. L'innovation, c'est ça qu'en France, j'essaie d'expliquer au ministre de l'économie, qui pense que pour l'innovation, il faut s'entendre avec quelques patrons du CAC 40 et le tour est joué. Non, l'innovation, ça commence avec la recherche fondamentale. Vous n'auriez jamais la Silicon Valley sans Stanford à côté. Vous n'auriez jamais la route 128 sans Harvard et MIT à côté. Et donc, il faut commencer par la recherche fondamentale. Et je vais parler dans un moment. Mais si vous regardez sur les vaccins, dans le domaine des biotech, en recherche fondamentale aux États-Unis, ils ont la National Science Foundation, ils ont la National Institute of Health. Ça finance tout ça, la recherche fondamentale. Ils ont le Howard Hughes Medical Institute, qui sont des mécènes qui financent des chercheurs très prometteurs. Beaucoup d'argent, le HHMI. Tout ça, c'est rien que pour la recherche fondamentale. Et des universités très bien dotées. Quand les Américains viennent dans une université française, ils ont l'impression d'être en Somalie, quoi. Hein. Donc voilà. Donc si vous voulez, donc là, il y a énormément à faire sur la recherche fondamentale. Et puis alors les Américains, ils ont le capital risque beaucoup plus développé que nous. Ils ont les investisseurs institutionnels beaucoup plus développés que nous. Et ils ont les fameuses BARDA et DARPA. Qu'est-ce que c'est la BARDA? La BARDA et la DARPA. Pendant la guerre froide, les Américains, parce qu'ils faisaient la course dans le domaine de l'espace et de la défense avec les Russes, on a des missions, on a des domaines où la recherche de base a été faite, mais il faut très vite la traduire en produits industriels. Donc, il faut créer un outil qui a été la Defense Advanced Research Project Agency, la DARPA, qui est un mélange de top-down et de bottom-up. L'argent vient du ministère de la Défense. Ils nomment des chefs d'équipe pour 3 ans, et les chefs d'équipe ont toute l'attitude de faire appel, de lancer plein de projets concurrents. Et après, au bout de 3 ans, on voit si la mission a été remplie ou pas. Ça a très bien marché en défense parce qu'ils coordonnent des ressources, notamment, ils font des partenariats publics-privés. C'est fantastique, la DARPA. Le GPS, l'Internet, la navigation autonome, tout ça, c'est la DARPA. C'est extraordinaire ce qu'ils ont pu faire. D'accord ? Ensuite, ils ont fait la ARPA Énergie, qui est dans le domaine de la transition énergétique. Et puis maintenant, ils ont créé plus récemment la BARDA, Biologic Advanced Research Development Agency. C'est la BARDA qui a fait les financements de tous les vaccins. Et ils ont pu, notamment, ils ont mis plein de laboratoires en concurrence. Ils leur ont dit tous les risques, c'est nous qui les prenons, c'est pas vous. Donc, early failure, no problem. Si vous vous plantez, c'est nous qui prenons tous les risques si vous vous plantez. Et ensuite, ils ont pu avoir des usines sur lesquelles ils avaient des options pour transformer très vite les usines, pour les acquérir et qu'elles produisent immédiatement les vaccins à grande échelle. C'est ça qui a permis la révolution des vaccins aux États-Unis. Et nous, on n'a pas en Europe l'équivalent de la BARDA. Alors là, avec ERA, on espère qu'on aura quelque chose d'un peu semblable, mais on est vraiment à la traîne. Et puis en France, ça a montré, comme j'ai montré, la désindustrialisation et alors la catastrophe, évidemment, de l'État. Alors évidemment, je ne vais pas enlever, mais si vous me voyez, évidemment, tout le monde se marre en France, l'attestation de déplacement dérogatoire à 10 pages, évidemment, ça, c'est un produit typiquement français. Autant pour les vaccins, on est mauvais, mais là, on est vraiment très, très bon. Hein. Très, très bon. Voilà. Donc ça aussi été rêvé par le Covid. Alors, juste quelques chiffres. Le Covid, aux États-Unis, on voit bien que le Gini, qui est une mesure globale d'inégalité, est très supérieur aux États-Unis qu'il est en Allemagne, en Suède, en Norvège, au Danemark et en France. Donc, les États-Unis sont un pays beaucoup plus inégal que nous. Le taux de pauvreté est bien supérieur aux États-Unis qu'il l'est chez nous dans les pays scandinaves. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est regarder le Covid. Il y a l'effet sur le chômage. Alors, le chômage, c'est les triangles. On voit que le chômage a un peu augmenté en Allemagne avec le Covid, alors, et très augmenté aux États-Unis. Mais comme le chômage est associé à l'assurance chômage, à l'assurance santé, ça, les ronds, c'est la proportion des gens sans assurance. Vous voyez, en Allemagne, elle est 0 tout le temps. Tout le monde est assuré santé. Mais aux États-Unis, elle a vraiment augmenté la proportion de gens sans assurance santé. Donc, on voit bien que, vous voyez, il n'y a pas l'équivalent de l'État-providence. En tout cas, il ne fonctionne pas. Quoi. Il n'est pas capable d'assurer les gens contre un choc comme le Covid. Et pareil, si je fais la comparaison États-Unis-France, États-Unis-Espagne, États-Unis-Italie, même Angleterre, tous ces pays assurent beaucoup mieux que les États-Unis.
Et puis là, c'est la probabilité d'aller en pauvreté. Vous voyez, le rond, c'est les taux de pauvreté en Allemagne. Il devrait être plus bas, à mon avis, mais il reste à peu près constant pendant la crise, alors qu'il augmente sensiblement à cause du Covid aux États-Unis. Vous voyez, donc là, c'est vraiment les États-Unis qui assurent moins que nous. Ils ont vraiment besoin, et on sait effectivement que perdre son emploi aux États-Unis, eh bien, c'est un drame. Ça donne de l'obésité, des opioïdes, des suicides, etc. C'est les travaux d'Angus Deaton et Anne Case, alors qu'au Danemark, les travaux d'Alexandra Roulet, ma collègue, montrent que perdre son emploi au Danemark n'a aucune incidence sur la santé au Danemark. C'est extraordinaire, la flexisécurité danoise. C'est pour ça que moi, je suis un fan du système danois. Je trouve que c'est un système qui marche très bien et que je suis un critique de la réforme d'assurance chômage que l'on essaie de faire passer en France en ce moment. Voilà, donc ça, on peut en parler si ça vient dans le débat. D'accord ? Donc, sur le plan assurance, les Américains sont très mauvais. Ils doivent repenser leur modèle social. Mais par contre, sur le plan de l'innovation, alors là, ils sont très, très bons. Si vous regardez le nombre de brevets en biologie par million d'habitants, regardez en 2016 aux États-Unis, c'est bien supérieur voyez, à l'Europe 27 ou à l'OCDE moyenne. Et, vous voyez, donc les Américains sont bien meilleurs que nous. Et si vous regardez les dépenses pour lutter contre la Covid, les mesures BARDA, le budget BARDA, c'est près de 12 milliards de dollars. Le budget européen, c'est l'équivalent en total entre Commission européenne et Banque européenne d'investissement, c'est bien 4 milliards. Vous voyez, on est rikiki par rapport à la BARDA américaine. Vous voyez, donc c'est pas étonnant que les vaccins viennent de chez eux. Il n'y a pas de miracle. Hein. Voilà. Alors, au total, qu'est-ce qu'on veut? C'est combiner les bons côtés du modèle américain, c'est-à-dire le côté innovant, et les bons côtés du modèle européen, notamment danois, c'est-à-dire le côté protecteur et mobilité sociale. Et là, c'est pour tout ça, le triangle entreprise, État, société civile est fondamental. Il est d'abord fondamental pour conjurer le pessimisme de Schumpeter. Schumpeter craignait que justement les entreprises en place fassent collusion avec l'État pour empêcher de nouvelles entreprises innovantes. Mais si vous avez une société civile avec des médias libres, avec voyez, la possibilité de s'exprimer avec des corps intermédiaires actifs, etc., eh bien, vous pouvez à ce moment-là réduire la corruption, c'est-à-dire la collusion entre les entreprises existantes et l'État. Et donc, c'est ça qui permet de conjurer le pessimisme de Schumpeter et de permettre à la destruction de la crise de se maintenir. Et c'est également ce triangle, comme je l'ai montré, qui permet l'innovation verte, puisque les entreprises toutes seules, elles vont tendre à continuer d'aller dans les technologies polluantes. L'État peut aider avec taxes carbone et subventions à l'innovation verte et politique industrielle verte, mais le marché, les consommateurs aussi jouent un rôle très important et ce qu'on appelle la responsabilité sociale d'entreprise. Donc, à nouveau, le triangle est très important. Le Covid, c'est pareil. C'est les entreprises qui ont inventé le vaccin, mais il fallait l'impulsion de l'État, la BARDA, mais le marché, la société civile joue un rôle très important. C'est par-delà le marché, c'est dans la société civile, c'est les gestes barrières, c'est tout ce que nous faisons, c'est la santé publique ne peut pas vraiment bien fonctionner sans responsabiliser la société civile. Les pays qui ont vraiment fait du zéro Covid ou qui ont vraiment fait des politiques pour s'en sortir, c'est en responsabilisant la société civile. Vous voyez, ce triangle est magique. Il vous permet d'avoir une croissance plus verte, plus inclusive. Il vous permet de résoudre plein de problèmes que sinon, nous n'arriverions pas à résoudre. Voilà, alors voilà le plan du livre. Voilà, donc paradigme de base, comment on mesure la destruction créatrice, etc. Le décollage, les vagues, concurrence et tout le problème de la concurrence. Pourquoi elle s'est réduite aux États-Unis, comment l'adapter, les inégalités, dont j'ai parlé, la stagnation séculaire, les trappes intermédiaires, l'innovation verte, coulisses de l'innovation. Là, je regarde les innovateurs, quels sont leurs milieux sociaux de l'innovation, parce que les innovateurs souvent viennent de milieux aisés. Et donc, il faut, d'où l'importance de la politique d'éducation et de rendre l'éducation supérieure accessible à tout le monde. Donc, ça, tout ça est traité là. Tout le côté Alexandra Roulet, santé, bonheur, destruction créatrice est traité au chapitre 11. Au chapitre 12, c'est là qu'on montre vraiment comment le modèle américain finance beaucoup mieux l'innovation et crée l'écosystème par rapport à d'autres pays. Là, on regarde vraiment la mondialisation. Et puis là, au chapitre 14, on regarde comment historiquement l'État et l'État institutionnel sont. J'arrête peut-être là. Et donc, voilà. Et le chapitre 15, c'est eh bien, l'État jusqu'où, comment sont la société civile et les contre-pouvoirs. Eh bien, on n'arrive pas à avoir une croissance soutenue et avoir une croissance verte et inclusive. Voilà. Et la conclusion, c'est l'avenir du capitalisme. Donc, je m'arrête là. Merci pour votre attention et merci pour avoir. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Voilà. Merci. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Voilà. Non, merci beaucoup, Philippe. Eda, peut-être tu aurais quelque chose à ajouter tout de suite?
Non, je pense que non, j'ai rien ajouté. Merci aussi. Et puis, je pense que le mieux, c'est de profiter du temps qu'on a pour un peu de débat, puisqu'on a un peu de temps. Donc, je ne sais pas si Bernard, tu as une question. Moi, j'en ai une, mais je pense que peut-être d'autres gens ont des questions par écrit ou par oral. Si je peux dire quelque chose, vous pouvez intervenir par oral, bien sûr, en réactivant votre micro, mais le plus simple serait peut-être que vous posiez des questions avec le système conversé ou chat, hein, qui est sur la barre en bas de votre ordinateur, ou sinon, si vous voulez intervenir oralement, d'utiliser le système réaction en mettant, je vais vous montrer comment ça fait, une petite main, par exemple comme ça, là, qui arrive en gauche, et à ce moment-là, on vous donne la parole, mais je pense que par écrit, c'est aussi bien. Voilà. Donnez-moi une minute, j'arrive tout de suite, une minute. Une minute, je regarde juste une chose, parce que je devais avoir un... Très bien. Bon, je ne sais pas si tout le monde a pu rentrer. Est-ce que je peux juste donnez-moi une minute et je suis à vous. Une minute. OK. Bah, ça permet peut-être de préparer les questions. Préparez vos questions. Alors, si je comprends bien, il y a Michel Cabdirol. Pourrions-nous avoir une copie des slides présentés? Normalement, j'ai enregistré la visioconférence donc en vidéo. Donc, normalement, les slides devraient apparaître aussi. Donc, si vous voulez après avoir les slides et même avoir l'enregistrement de l'exposé, on pourra vous les envoyer. C'est un gros fichier en général, mais c'est tout à fait accessible. Si vous avez la fibre, ça ne vous demandera pas beaucoup de temps pour le charger. Si vous n'avez pas la fibre, ça demandera peut-être un petit peu de temps. Voilà. Donc, c'est déjà une réponse. Par où écrit-on les questions? Je ne trouve pas. Soit ça s'appelle discussion, soit ça s'appelle, ça dépend chez moi, c'est discussion, ou c'est chat, ou c'est un petit, on voit un petit, comme une petite bulle. Comme une bulle de, oui. Pas de l'écran. Ou alors à droite, je sais pas, ça dépend peut-être. Et vous pouvez donc envoyer les questions là. Tu les récupères, Eda? Tu peux les récupérer là. Je peux les voir si elles sont à tous. Hein. Excusez-moi, voilà, c'est bon. Alors, par exemple, Daniel Weissman, bon, pour Michel Cabirol, j'ai répondu à la question. Pour Daniel Weissman. À tout le monde, oui. Donc, Philippe, tu vois les questions? Alors, quels sont les pays qui ont le plus de chance? Oui, on pourra avoir une copie des slides. Absolument, je vais vous l'envoyer. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors qu'est-ce que vous voulez? Comment voulez-je répondre aux questions? Alors, je réponds par ordre alors, attendez, je vois là Alors, donc les slides, oui, je vais envoyer la copie. La question de Daniel, quels sont les pays aujourd'hui les plus de chances de s'approcher de ces modèles de destruction positive? Les modèles, si vous voulez, les États-Unis sont un modèle où il y a la destruction créatrice, mais elle n'est pas, ils ont le problème social, quoi. Elle est rude, elle est vraiment sans pitié, quoi. Elle est, vous voyez, elle est alors c'est le capitalisme, on dit, on donne l'expression dans notre livre. Cutthroat. Coupe-gorge, voilà. Donc moi, je préfère alors qu'au Danemark, ils ont trouvé la flexi-sécurité, qui est un bon moyen de rendre la destruction créatrice humaine. Parce que quand on perd son emploi, on a des garanties de revenus et garanties de formation qui vous permet de rebondir sur un nouvel emploi. Et c'est pour ça qu'au Danemark, l'impact sur la santé de perdre son emploi n'est pas là, quoi. Donc ça, c'est quand même un acquis formidable. Ils ont trouvé un moyen de réconcilier destruction créatrice avec de lui donner un visage humain, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quand même. Et donc là, on me disait un mot sur le chapitre 11. C'est ça le chapitre 11. On explique un peu la différence entre les États-Unis et le Danemark, notamment en termes d'effet de la destruction créatrice sur l'emploi, la santé et le bonheur, quoi. Voilà. D'après votre modèle, la Chine est très mal placée. Non, la Chine, c'est un capitalisme encore. Donc, c'est vrai qu'il y a 3 types de capitalisme. Il y a en gros le capitalisme américain qui est très innovant, mais pas protecteur. Il y a le capitalisme scandinave qui est très bien, mais en général européen qui est protecteur, mais peut-être qui pourrait être plus innovant.
et le capitalisme chinois qui, lui, le problème, c'est le manque de liberté. C'est-à-dire que le problème du capitalisme chinois est très bien pour rattraper. Je ne sais pas si ce sera un capitalisme à la frontière, parce que pour être innovant à la frontière, il faut, à mon avis, de la liberté. Et je pense que le gros problème en Chine, c'est que l'absence de liberté rend ça très difficile. Et puis, on a vu avec le Covid, évidemment, que la censure et l'autocensure ont joué un rôle très important dans cette pandémie, évidemment. Hein. Si on avait pu la détecter très tôt, peut-être qu'on aurait réussi à la contenir plus tôt. Donc, on a bien vu avec la Covid les limites du modèle chinois, quoi. Mais eux, ils ont peur, ils veulent devenir un capitalisme innovant. Mais la question, c'est qu'eux, ils pensent qu'ils peuvent y arriver même sans liberté. Et moi, j'y crois pas. Et peut-être je me trompe. Alors, on me demande quelle est la variable qui permet d'appréhender le bonheur. Alors, le bonheur, dans le chapitre 11, c'est des travaux que j'ai fait avec Angus Deaton et on fait des surveys de life satisfaction. Donc, c'est avec des enquêtes, en fait. Est-ce que, tu vois, on regarde différentes dimensions du bonheur. Est-ce que tu penses que tu réalises tes talents, que tu arrives à life satisfaction, tu vois, avec des indices, avec des nombres, et on arrive à construire des indices. Mais on peut aussi mesurer le stress. On dit, est-ce que vous êtes stressé ou pas stressé? Et donc, on regarde l'impact de la destruction créatrice sur ces différentes mesures de bonheur. Et on voit que dans les pays où il y a de meilleurs, ou dans des États américains où il y a une meilleure protection contre le chômage, de meilleures allocations chômage, l'effet est plus positif sur le bonheur de la destruction créatrice. Autre question. Si vous voulez poser une question oralement, vous le pouvez. Oui, je peux me permettre, parce que moi, il y a une chose qui me préoccupe, c'est la démocratie dans tout ça. Parce que je trouve, au vu de cette crise, que la démocratie pose un vrai problème, justement, avec vous savez, ce mode égalitaire qui nous fait peur, du coup, vis-à-vis des gens qui ont des envies d'innovation, des envies de sortir du lot, enfin, tout ce qu'on peut appeler, en fait, ce que Macron a malheureusement appelé les premiers de cordée. Oui, c'était pas une expression. Voilà, c'est pas très malin, mais il n'empêche que ça pose un vrai problème de démocratie. Est-ce que la démocratie n'est pas un peu paralysante en Europe pour tous ceux qui voudraient être un tout petit peu le pied devant plutôt qu'au milieu de la foule? Et c'est un vrai problème que je me pose. Oui, mais tu as raison, mais c'est pour ça que c'est très important de mettre en avant la mobilité sociale et la protection. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire de dire, tu vois, en Suède, par exemple, les riches, ce n'est pas un problème. On n'est pas là à envier M. Wallenberg, parce que tout le monde a une chance d'y arriver, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je crois que dans un pays, et on sait, il y a eu des études à l'ESINA et d'autres, montrant que dans les pays où il y a davantage de mobilité sociale, où l'ascenseur social marche mieux, on accepte davantage les inégalités statiques. Parce que tu te dis, c'est l'idée du rêve américain, quoi. Là, le gros problème aux États-Unis maintenant, pourquoi il y a eu Trump? Parce que le rêve américain était cassé. Les gens se sont dit, j'y arriverai jamais, quoi. Tant qu'ils pensaient qu'ils pourraient y arriver en 1 ou 2 générations, ils acceptaient l'inégalité statique davantage parce qu'ils se disaient, on peut tous y arriver. Nous, en France, c'est un peu pareil quand il y avait les litiges républicains, mais quand tu vois maintenant que les performances scolaires sont tellement corrélées à l'origine sociale, on regarde les tests PISA en France, ben évidemment, ça aide Madame Le Pen, hein, c'est évident. Et d'ailleurs, moi, j'avais fait une étude quand j'avais publié dans Le Monde il y a presque 2 ans, où on voyait en termes de mobilité sociale, les régions françaises où il y a le moins de mobilité sociale, c'est les régions qui ont voté plus Le Pen aux élections européennes. Tu sais, il n'y a pas de miracle. Donc, je crois que la clé de ça, c'est la mobilité sociale. Et l'innovation aide à la mobilité sociale. Mais tout ce qui peut aider l'éducation de qualité, tu vois, faire en sorte que tous les élèves puissent faire leur devoir en classe et pas à la maison pour réduire les inégalités à l'école, tu vois, les tuteurs, tout ce que les Finlandais font si bien et que nous, on développe, mais il faut qu'on le fasse beaucoup plus, tu vois. Ça va aller dans le sens de rendre plus tolérante. À ce moment-là, on ne sera pas là à regarder les riches, parce que surtout, tout le monde dira, mais j'ai une chance, moi aussi, d'y arriver. Tu vois, je crois que la vraie réponse, c'est pour ça que je suis pour le revenu universel jeune, mais conditionnel à passer ses examens et à travailler, quoi. Donc, le revenu danois, les Danois, non seulement ils ont la flexi-sécurité, mais ils ont mis en place un système de revenu universel jeune qui, en fait, est conditionnel à travailler ou à passer ses examens. Donc, ce n'est pas un revenu que tu touches pour rien, quoi. Tu vois, donc, ça marche vraiment bien parce que ça insère, tu vois, c'est un revenu vraiment d'insertion, quoi. Mais que tout le monde touche, quoi, tu vois. Bon, moi, je donnerai mon accord sur cette mesure. Je rappellerai, alors là, je vais faire vieux, mais lorsque j'étais étudiant en 67-68, c'était une revendication du syndicat auquel j'appartenais, qui était de faire un revenu jeune. Oui, c'est ça. Et bien évidemment, ça paraissait complètement utopiste et je
m'aperçois que ça devient peut-être nécessaire aujourd'hui, et pas Absolument. seulement en France, hein, d'ailleurs, parce que c'était pas simplement pensé comme… moi, je me souviens, j'étais en 67-68, donc étudiant, j'étais un des responsables de l'UNEF, et c'était pas Oui. pensé simplement comme pour avoir de l'argent, c'était aussi comme une reconnaissance du travail fait par les jeunes travailleurs, par les étudiants, c'est-à-dire c'était C'est une ça. façon de les rendre aussi autonomes et de les insérer Exactement. dans la société. Et Voilà. c'était très, très pensé, hein. Et Oui. pendant longtemps, on a complètement oublié cela. Et je trouve que c'est comme ça qu'il faudrait le repenser, non pas simplement comme une mesure charitable. Non, pas du tout. Ce C'est n'est pas une mesure vraiment… charitable, c'est une mesure pour mettre le prêt à l'étrier et donner une vraie Voilà, autonomie et donner la exactement. possibilité de choisir, vraiment de responsabiliser les jeunes, de les rendre maîtres de leur destin, quoi. C'est vraiment empowerment au sens d'Amartya Sen, quoi. Tout à fait. C'est empowerment. Et moi, je crois beau. Et d'ailleurs, tu verras si Gallois, comme vous allez avoir Gallois, il est très pour un revenu jeune. Et Louis Schweitzer est très pour un revenu jeune. Tu vois, on est très nombreux. Et moi, je pousse Macron beaucoup là-dessus. Alors, il répond, il me dit oui, 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 je vais le faire, je vais le faire. Ben, je dis, mon vieux, vas-y, fais une grosse réforme sociale. Parce que là, pour terminer ton quinquennat, tu as besoin de faire une grosse réforme sociale, quoi. Tu vois, pour terminer, quoi. Donc, j'espère qu'il va nous écouter, quoi. Donc, parce que sinon, si c'est juste faire l'assurance chômage qu'il est en train de faire maintenant, ça ne le fait pas du tout, quoi. Bon, sur ce, est-ce que d'autres interventions, je ne Oui, vois pas. j'ai écrit une question Vas-y, que je peux redire Alors, attends, je oralement. vais la regarder. je l'ai Je peux la J'ai redire. pas vu que tu as écrit une question. je l'ai Si? pas vu. Non. Bon, ben, Ah oui, non, attends, ah oui, au début alors. non, 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 mais ça, enfin, je vais la redire, c'est court. C'était savoir si le fait que le capitalisme soit devenu très financier, est-ce que, et donc cette financiarisation, ça accroît la recherche par les actionnaires de rendement à court terme. Est-ce que ça, c'est pas un frein à l'innovation, en plus du risque de crise ou de bulle? Est-ce que ça, c'est pas un frein à l'innovation et comment on fait pour, pour réguler ça? Bah, c'est-à-dire je vais reprendre l'expression de Michel Sapin, la bonne et la mauvaise finance, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'en même temps, tu vois bien qu'aux États-Unis, sans le venture capital et les investisseurs institutionnels, tu n'aurais pas l'innovation que tu as. Moi, j'ai cru au départ, j'ai fait des travaux sur les investisseurs institutionnels, les fonds de pension, les fonds mutuels, etc. J'ai cru qu'au début, ils seraient très court-termistes. En fait, ils aident beaucoup l'innovation. C'est très intéressant. Donc là, j'ai un papier dans l'American Economic Review avec Van Reenen et Zingales, et là-dessus, justement. J'ai été parti du présupposé que c'était forcément court-termiste. Ça dépend de quelles innovations. Ce qui n'est pas bon, c'est quand tu as les dérivés. Là, beaucoup de gens ont voulu faire de l'innovation financière par les dérivés. Donc, tu dois réguler ça. Et là, les accords de Bâle et tout ce qui régule le recours aux produits dérivés, je pense que ça, c'est très important. Mais par contre, tu as une finance qui est saine. Sans le capital risque, c'est très dur d'avoir de l'innovation. Tu as besoin du capital risque et des investisseurs. Donc, tu as une bonne et une mauvaise finance. Et le tout, c'est de maximiser la bonne et de contenir la mauvaise, quoi. Alors, Bâle 3, ça aide. Tu as d'autres réglementations qui aident pour les rendre plus effectives. Et donc, tout le truc, c'est à nouveau de la réglementation. Tu dois réglementer pour avoir Mais sans finance, tu n'y arrives pas, quoi. Les pays qui ne financent pas du tout, ils n'innovent pas du tout non plus, quoi. Tu vois. Voilà, il y a le bon milieu et la bonne gouvernance et la bonne organisation du système. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ne soyez pas timide. Bon, en attendant que d'autres questions viennent, moi j'aurais une petite remarque quand même pour Philippe Aguillon. Il a dit le protectionnisme, c'est pas très positif. Il n'empêche que je suis globalement d'accord, mais pas complètement. Il semble bien, et moi je l'ai étudié dans certains secteurs, que certaines innovations ont besoin, ou certains développements ont besoin d'un certain protectionnisme, plus exactement d'une certaine protection d'un environnement à la fois de l'innovation, de l'innovateur, et de son marché. Bon, c'est un peu ce qu'avait… bon, je ne suis pas seulement schumpeterien, je suis aussi un petit peu bérocquien, hein, c'est-à-dire que Paul Béroc, que j'ai connu, à mon avis, étudié bien certaines périodes de développement économique où une période de protection qui n'est pas forcément du protectionnisme, d'ailleurs, c'est là où il y a peut-être des ambiguïtés, était nécessaire
pour développer de nouvelles productions, développer une masse suffisante, une masse critique suffisante. Alors ça a été le cas pour l'agriculture, hein, la PAC, ça a été ça, hein, et ça a réussi au-delà des espérances. Ça a été le cas pour un certain nombre d'innovations. Airbus a bénéficié, comme les Américains avec Boeing a bénéficié d'un soutien des États européens. Donc, si Airbus a pu se développer face aux géants américains, c'est aussi parce qu'il y a eu un certain protectionnisme, à la fois de l'innovateur, mais aussi de son marché. Donc là, c'est un point à discuter. Oui. Alors, en fait, mon sentiment, si tu veux, c'est que, bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'argument de infant industry. Tu vois ce que je veux dire? Je sais bien, qui a été d'ailleurs Stiglitz, d'autres ont formalisé. C'est-à-dire, par exemple, tu peux avoir un pays en développement qui accumule du learning by doing, j'apprends à faire les choses, et c'est du savoir que je peux répandre au reste de l'économie. Et l'idée, c'est que si je m'ouvre trop vite, je ne pratique pas moi-même, et donc je n'ai pas de savoir à transférer au reste de l'économie. C'était l'argument d'infant industry. Ça justifie certaines politiques industrielles. Donc moi, ma réponse à ce que tu dis, c'est que je pense qu'il faut un volontarisme industriel. C'est comme ça que je fais. Mais je n'appelle pas ça vraiment du protectionnisme. J'appelle plutôt ça de la politique industrielle. Quand je fais la DARPA, je subventionne mes industries. Je suis pour subventionner. Mais il ne faut pas que ça soit au détriment de la concurrence. Quand tu as une économie d'innovation, on sait que la concurrence est importante pour l'innovation, parce que j'innove pour échapper à la concurrence. Ça, je le montre dans le chapitre 4 du livre. Donc, tout le défi en Europe maintenant, c'est d'avoir une politique industrielle compatible avec la concurrence. Alors, évidemment, il faut que la concurrence soit loyale. Contre des gens qui font de la concurrence déloyale, il faut avoir des tarifs. Mais l'idée, c'est de dire, je peux avoir une politique de subvention, d'aide, etc. Les DARPA, les BARDA, le ERA, tout ça, c'est des politiques d'aide. Je suis totalement pour. Mais il faut qu'elles soient compatibles avec la concurrence. Alors, comment tu les rends compatibles avec la concurrence? D'abord, tu n'es pas un seul champion. Tu aides plusieurs entreprises. Tu vois, parce que tu veux garder la concurrence. Ensuite, tu permets aux entrants de venir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'aide aux entreprises en place empêche les entrants d'arriver. Donc, tu dois permettre aussi de nouveaux entrants. C'est ça que BARDA permet. BARDA, ça a permis de faire venir des nouveaux qui sont arrivés, tu vois. Donc, tu dois trouver un moyen de réconcilier politique industrielle volontariste et concurrence et entrée. Et ça, c'est la politique industrielle pour un pays développé. Quand tu es un pays en rattrapage, effectivement, tu peux faire davantage jouer l'argument de infant industry, qui était en fait l'argument que tu développais. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses, tu vois. Alors évidemment, s'il y a des pays qui ne jouent pas le jeu, l'Europe peut s'autoriser à mettre des tarifs. Si par exemple, il y a des paradis de pollution, tu mets des taxes carbone aux frontières. Alors ça oui, contre la concurrence déloyale, tu peux t'autoriser à utiliser les tarifs. Mais je n'utiliserai pas le tarif comme instrument de politique industrielle. Je pense que c'est mieux de faire par les subventions et une vraie politique industrielle active d'innovation. Bon. C'est ce qu'ont fait les Allemands. Oui. Non, c'est un objet de débat. C'est un objet de débat, voilà. On ne va pas se centrer sur cette question-là. Non, mais c'est une question très intéressante. Sur l'agriculture, peut-être que l'agriculture, c'est différent. Je pense que c'est un petit peu différent. Oui, peut-être le cinéma aussi, alors. Peut-être le cinéma également, je ne sais pas. Bon. Et d'ailleurs, on voit… Personne ne voit. Enfin, justement, je ne veux pas centrer là-dessus parce que je veux laisser la parole à d'autres personnes, mais je pense que c'est un point de débat intéressant qui reste ouvert. Oui. Je peux dire un mot ou pas? Il y a quelqu'un qui veut parler. Allez-y. Oui. C'est Jean-Paul Dessertine, c'est ça? Oui, parce que moi, je n'arrive pas à écrire. Bon, donc je vais parler. Allez, donc, je voudrais simplement, merci beaucoup d'abord, et je voudrais poser simplement une question. Actuellement, si on regarde globalement, l'endettement pratiquement dans tous les pays du monde, y compris la Chine, tourne entre 250 et 300% du PIB. Comment vous intégrez ce facteur dans vos analyses? Oui, alors moi sur la dette, ma position, c'est que, j'ai jamais connu Guy Abeille, mais c'est monsieur 3%. Vous savez, il y avait une règle complètement ad hoc. C'est amusant d'aller regarder l'histoire du 3% de Maastricht. C'était vraiment un calcul au pifomètre. Hein. On voulait arriver à un objectif de 100 milliards de déficit ou de dette en France, et ça représentait à l'époque, alors je ne sais plus si c'était déficit 3% du PIB ou dette 60% du PIB, enfin voilà. Mais c'était une règle complètement ad hoc, quoi, complètement arbitraire. Donc, je pense qu'il faut pas revenir à cette règle-là, qui était un peu bébête. Et elle était bébête aussi pour une autre raison, c'est qu'on mettait sur le même plan des investissements de croissance
et des investissements qui ne sont pas des investissements de croissance. Par exemple, si en investissant dans l'éducation, la santé, la politique industrielle, j'augmente mon potentiel de croissance, j'augmente ma dette soutenable maximum, puisque la capacité de rembourser la dette dépend du différentiel entre le taux de croissance et le taux d'intérêt. Donc, plus j'ai un taux de croissance élevé, plus j'ai une dette potentielle acceptable plus grande. Donc, il faut raisonner en termes de structure de la dépense publique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut dépenser comme un dingue dans n'importe quoi, mais je pense qu'il faut d'abord avoir une règle intelligente et puis ensuite regarder la structure de la dépense publique. Si les dépenses sont dans des trucs qui sont en faveur de la croissance, ça change tout. Donc, par exemple, quand on a obligé les Grecs à casser leur système de santé, leur système éducatif pour payer la dette, c'était totalement stupide parce qu'ils se tiraient une balle dans le pied. En faisant ça, ils tuaient leur potentiel de croissance et donc leur capacité à rembourser la dette. Donc, je pense que quand on approche le problème de la dette, il faut regarder la structure des dépenses publiques et notamment, si c'est des dépenses notamment de Barda ou de DARPA, etc., ou de la politique industrielle, je le serai pour ne pas les compter de la même manière dans les critères de Maastricht ou ce qui tiendra lieu des critères de Maastricht post-Covid. Donc là, il y a un vrai réexamen de la politique, de comment, vous voyez, de ce qui devrait remplacer le 3% de Maastricht. Voilà, donc là, je crois qu'il y a un vrai débat et je suis content qu'il y ait la politique Biden parce que ça va nous obliger à avoir ce débat sérieusement en France et en Europe. Donc là, un peu ma réponse à votre question. Voilà un petit peu ce que je pense. C'est que tout dépend. Les Chinois, ce n'est pas très grave parce qu'ils croissent très vite. Donc, ils croissent très vite et puis c'est une dette essentiellement chez eux. Vous voyez, c'est surtout le taux de croissance et savoir aussi si vous êtes endetté à l'égard de vous-même ou à l'égard de personnes à l'étranger. C'est ces deux choses-là qui comptent énormément, évidemment. Alors Jean-Michel Echen pose une question sur la suppression de l'ISF et la flat tax qui ont, semble-t-il, en moins de 2 ans, creusé les inégalités en France. Oui, alors je ne crois pas que ça a eu un effet très grand, en fait. Il y a eu des études, je crois que les effets ont été assez limités, en fait, de la flat tax. Mais je pense que c'était important de faire la flat tax pour s'aligner sur d'autres pays en termes de fiscalité. Vous voyez, parce qu'il y avait un peu une tendance à surtaxer le capital en France. On était très différents des autres. Là, on devient un pays comme les autres, quoi. Je pense que c'est bien, ça encourage les investissements. Je pense qu'en tout cas, la flat tax, peut-être l'ISF, on peut discuter, mais la flat tax, je pense que c'était une chose qu'il fallait faire. Maintenant, ce qui compte, si vous voulez, c'est à nouveau, il faut regarder les inégalités dynamiques, c'est-à-dire que politique d'éducation, les jeunes, mobilité sociale, c'est là qu'il faut vraiment travailler. Vous voyez, je crois que c'est à ce niveau-là, encourager les entreprises à faire davantage de formation dans l'entreprise, tout ce qui permet la promotion, l'apprentissage, la formation. Je pense que c'est ça qui va vraiment attaquer le problème, plutôt que regarder juste l'impôt. Vous voyez, c'est très intéressant. Vous savez, j'ai regardé aussi, en 2011-2012, l'impôt sur le capital a beaucoup augmenté. Il y a eu 0 effet sur la mobilité sociale. 0 effet. Et la France, surtaxée le capital, avait beaucoup moins de mobilité sociale que les pays scandinaves qui sont comme on est maintenant au point de vue fiscal. Donc on voit bien que ce n'est pas la taxation du capital qui détermine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout le taxer, il faut taxer. Mais penser que c'est le seul levier pour la mobilité sociale, c'est faux, ce n'est pas vrai. On voit qu'à un moment donné, on atteint un maximum, qu'il faut d'autres instruments pour compléter la fiscalité, pour assurer davantage de mobilité sociale. Et ça, c'est l'éducation, la formation, l'apprentissage, tous les leviers d'intégration. Les jeunes, le revenu jeune, tout ça, c'est des instruments de mobilité. Et la politique de concurrence, parce que pour s'assurer que les très riches ne bloquent pas le système. Ça, c'est très important, ça aussi, évidemment. D'autres questions? Oui. En poser une. Oui, je veux. Jacques Renaud, alors. Oui, je voudrais revenir sur la protection. Il me semble qu'il y a un élément où la protection se justifie, et c'est mon expérience dans une technopole en province, c'est que nous avons maintenant en France beaucoup de start-up, mais dès qu'elles ont commencé à sortir la tête de l'eau, elles sont harponnées par des Chinois ou des Américains qui sont à la recherche de ces start-up. Et nous n'avons pas suffisamment de moyens d'encourager nos start-up à devenir des ETI, comme on dit. Et là, le rôle des investisseurs institutionnels, comme vous l'avez dit, me paraît fondamental. Absolument. De fonds de pension, mais nous, les compagnies d'assurance. Et c'est leur rôle. Leur rôle, quand on prend, dans l'assurance vie, quand on prend un contrat de retraite, on vit 25 ou 30 ans avec son client. Donc, on a tout à
à équilibrer ses dettes par des futurs rendements. Et les compagnies d'assurance sont là pour ça. Et je pense que là, l'État a un rôle consistant à faire en sorte qu'elle soit en moyenne en mesure non pas de financer les dettes des États, comme aujourd'hui on leur demande de le faire avec un rendement négatif, mais d'aller prendre des risques. Et ça demande une politique de régulation ad hoc et une politique d'orientation de l'assurance. Je reviens aussi sur Airbus, l'exemple que vous avez pris. J'ai eu l'occasion au commissariat du plan d'assister au tout début d'Airbus. Il était clair que les études, après l'échec de Concorde, l'échec économique de Concorde, montraient qu'Airbus ne pouvait pas se développer dans un pays à 50 millions avec un marché de 50 millions d'habitants. Et en fait, nous avons eu un va-et-vient avec l'Élysée, et nous avons proposé à l'époque, et l'Élysée, c'était De Gaulle, nous avons dit, si nous mettons le marché allemand avec le marché français, nous avons une chance de percer Airbus. Nous gardons le marché franco-allemand réservé pour les Français, mais la taille du marché a beaucoup d'impact. Oui. Là, nous avons... Alors, je vais répondre à votre question. C'est que je ne pourrais pas faire justice à votre question qui traite beaucoup de choses. D'abord, le premier truc, c'est évident, ça répond aussi à Eda, à nouveau, sur la finance. C'est-à-dire que moi, je me rappelle quand j'étais à Boston, donc j'ai vécu quand même 20 ans de ma vie à Boston, et le consul de France à Boston me dit, moi, mon boulot principal, c'est d'accueillir des startups françaises qui n'arrivent pas à grandir en France. Et elles n'arrivaient pas parce qu'elles ne trouvaient pas. Parce que les venture capitalistes, il y en a en France, mais ce n'est pas du tout les mêmes animaux qu'aux États-Unis. Ils ont été aux États-Unis des startups qui ont fait après un IPO et qui sont devenus, et qui après, en vendant leur entreprise, sont devenus eux-mêmes venture capitalistes. C'est comme ça que ça marche aux États-Unis. Nous, chez nous, c'est souvent un peu des technocrates, hein, les venture capitalistes. Pas tous, mais certains. Bon. Donc, si vous voulez. Ils ont vraiment un écosystème qui permet la croissance des entreprises. Moi, j'ai regardé, j'ai travaillé un peu avec Scarpetta, qui est à l'OCDE. On a fait un boulot. On avait vu que vraiment, une des grandes contraintes qui empêche la croissance des entreprises, en France notamment, c'est l'absence de finance. Et la finance, elle joue un rôle très important dans la croissance des entreprises. En France, on a des startups, mais elles n'arrivent pas à grandir. Et donc, elles sont absorbées parce qu'il y a le système financier qui n'est pas là, mais aussi ils n'ont pas les DARPA et les BARDA. Les BARDA ont aidé, évidemment, à pouvoir… Les startups dans bio, pourquoi elles vont aux États-Unis? Parce que la BARDA favorisait qu'elles puissent grandir. Vous voyez, donc, et puis aux États-Unis, il y a une vraie culture de la prise de risque. On ne punit pas le early failure, on encourage. Early failure is not a problem. Vous voyez, le HHMA et tous ces trucs dont j'ai parlé, c'est aucun problème de early failure. Chez nous, comme il y a très peu de moyens, on a peur de early failure, quoi. Donc c'est intéressant c'est là qu'il faut l'écosystème d'innovation pour permettre la croissance des entreprises. Il ne faut pas juste avoir des startups, mais qu'elles puissent grandir chez nous. Or, malheureusement, ils n'arrivent pas parce qu'on n'a pas l'écosystème pour ça. Donc, ils vont ou en Chine ou ils vont aux États-Unis. Et c'est le drame, c'est le drame. Voilà pourquoi Biotech, ils ont été après pour Pfizer, ils ont dû travailler avec les Américains parce qu'il n'y avait pas une structure en Europe capable de… c'est beaucoup le financement. Quand vous dites que ce n'est pas le problème de financement, non, c'est un grand problème, le manque de financement. C'est beaucoup de choses, mais c'est le problème de financement aussi. C'est les réglementations également. Les réglementations, vous savez qu'en France, dès que tu es au-dessus de 50 employés, il t'arrive plein de trucs. Ça aussi, on a montré dans un travail récent avec Vandrinen et Antonin Bergeau que la règle à 50 employés, elle décourage les entreprises d'innover quand elles arrivent juste avant 50 parce qu'elles ont peur de grandir et de passer au-dessus de 50. Ben, je peux vous le montrer, ça. Absolument, je peux vous le montrer empiriquement. Je peux vous le montrer. J'ai le papier, je vous l'envoie quand vous voulez. Donc, on a des réglementations et on a des limites financières qui empêchent la croissance. Alors, après, vous parliez de France-Allemagne. C'est très important. Moi, je crois beaucoup dans l'Europe des projets. Je crois beaucoup dans une DARPA ou une BARDA franco-allemande, anglaise. D'ailleurs, je serais pour inclure les Anglais dans ces projets comme ça. Ils sont très bons en bio, en énergie et tout ça. Et je pense que ça doit être au début quelques grands pays européens. Et ensuite, on n'est pas obligé d'inclure 27 pays. Je pense que ça devrait être quelques pays européens, mais pas la règle du juste retour, I want my money back et le veto, quoi. Ça, surtout pas. Il faut que ce soit des structures légères et très basées sur les projets. Souvent, les Allemands, ils en ont marre des Français qui disent toujours on veut changer la gouvernance. On veut toujours leur imposer la gouvernance de ci, la gouvernance de ça. Les Allemands, ils vous disent nous, des projets avec vous, on le fait quand vous voulez, quoi. Et l'Europe des projets, moi, j'y crois beaucoup. Hein. Beaucoup plus que l'Europe de trouver 10 000 règles nouvelles de règlement de gouvernance de la zone euro, quoi.
Une question de Michel Cabirol et aussi de Laure Presta. Oui, oui. Alors, oui, alors je regarde le chat. Oui, ce n'est pas le manque de financement, c'est les exigences de rendement des fonds financiers. Oui, mais c'est relié un petit peu. C'est-à-dire que c'est ça que je veux dire, le problème de financement. Ce n'est pas juste le manque de financement, c'est que vous avez des financiers qui ne prennent pas assez de risques, quoi, qui ne vous incitent pas, qui ne vous encouragent pas. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas juste la quantité de finances, c'est la nature des financiers. Quand je disais les venture capitalistes, ils vous encouragent énormément à prendre des risques. Et il y a beaucoup moins la culture de la prise de risque chez nous, quoi. Je crois que c'est ça que vous voulez dire, on est d'accord. Ce n'est pas juste la quantité de finances, c'est l'attitude des financiers, quoi. C'est la frilosité des financiers chez nous par rapport à ailleurs. Alors, Laure Presta posait une question sur les pays pauvres qui n'ont peut-être pas la capacité. Oui, alors les pays pauvres, ce qui est crucial, la Chine quand même, elle a rattrapé beaucoup parce que en fait, la Chine, si vous voulez, c'est l'éducation qui a permis. L'éducation et le foreign investment et d'assister pour que les technologies soient transférées chez eux. Mais je crois que la base, c'est l'éducation. Si vous avez un pays où il n'y a pas un très bas niveau d'éducation, il n'y a aucun moyen de rattraper. Et d'ailleurs, là, il y a des travaux intéressants de mon collègue Axigit et compagnie qui dit qu'ailleurs l'innovation dans des pays en développement, c'est surtout l'éducation avant les R&D subsidies, quoi. C'est vraiment l'éducation qui est à la base de tout. Éducation et après une ouverture intelligente aux investissements étrangers, aux activités étrangères, mais d'une manière où les technologies, vous pouvez les acquérir, quoi. C'est ce que les Chinois ont très bien fait. Donc je crois beaucoup que l'éducation est la base, quoi, absolument. Je vois Philippe Michel Thibault. Oui. Pour augmenter ce qu'on appelle la absorptive capacity. Vous savez, il y a le concept de Cohen-Levinthal, absorptive capacity. C'est d'abord l'éducation et le savoir, quoi, local. Philippe Michel Thibault posait une question sur la crise sanitaire. Serait-elle pas l'occasion de… Alors, oui, de rénover la social-démocratie? Oui, c'est ce que je pense, oui, absolument, bien sûr. Absolument, j'y crois beaucoup. Moi, je dis social-libéral, mais c'est social-démocrate. Moi, je crois qu'il y a des… C'est Daniel Cohen qui faisait cette nuance Michel Rocard, le social-libéral. Il disait social-démocrate, c'est qu'on pense qu'il faut contraindre les entreprises essentiellement, quoi, que voilà, les entreprises donnent de la prospérité, qu'il faut simplement les contraindre. Je pense aussi qu'on peut les orienter. Et donc, peut-être que là, c'est là la différence. C'est-à-dire que les entreprises, on peut les contraindre, mais aussi on peut les diriger l'innovation vers plus vert, vers des pratiques plus sociales. Donc, mais je suis essentiellement un social-démocrate. Mais social-démocrate où on pense que les entreprises, c'est pas juste empêcher, c'est encourager également. On peut diriger leur innovation ou leurs activités. Vous voyez, maintenant, il y a des entreprises qui prennent très à cœur social responsibility et environnement, hein. Et ça, c'est une très bonne chose. Et on peut, l'État et la société civile, les pousser davantage dans ce sens. Et la finance verte, vous voyez. Donc, je pense que c'est ça. Donc, on peut appeler ça social-démocrate moderne, quoi. Voilà, absolument. Mais c'est l'idée à la fois, on veut la prospérité par l'innovation et la protection et la mobilité sociale. Ça, c'est exactement ce que voulaient les sociodémocrates. Mais avec l'idée quand même un peu plus que ce n'est pas juste empêcher. Il y avait l'idée chez les sociodémocrates qu'on régulait, simplement, on arrêtait les entreprises. Là, ce n'est pas juste arrêter, c'est aussi diriger dans la bonne direction, quoi. Parce qu'elles peuvent aller dans la mauvaise direction. Sur l'innovation, pas verte, vous voyez, donc c'est plus que simplement empêcher, c'est diriger, vous voyez. On prend l'innovation en compte, mais on la dirige, voilà. Oui, mais comment? Eh bien, par exemple, la taxe carbone est un instrument très efficace pour inciter les entreprises à innover vert. Ça se montre, j'ai fait des études là-dessus. Les subventions à l'innovation verte sont un moyen également. Voilà, il y a des outils qui sont très effectifs pour rediriger le changement technique. Et ça, voilà, j'ai notamment, c'est le chapitre 9 du livre où on explique ça. D'accord. Vous vous positionnez comme Michel Rocard, alors d'une social-démocrate à la Michel Rocard. Oui, mais je ne sais pas si Rocard avait vraiment cette idée de diriger l'innovation. Un social-démocrate suédois. Oui, peut-être danois, mais je ne sais pas si Rocard avait autant l'idée de diriger l'innovation. Vous voyez, je crois que ce n'était pas encore là, mais c'était à mon avis, c'est un discours qu'il aurait tout à fait accepté. Mais vous voyez, ce n'est pas juste, ils font des trucs et je leur dis stop, vous arrêtez là, quoi. Je dirige leur activité. C'est une petite nuance.
Mais voilà, c'est des outils dont on parlait moins de l'innovation aussi à son époque. Hein. Peut-être, voilà. Mais c'est très ricardien, bien sûr. Enfin, c'est très troisième voie, quoi. Mais papa Blair, quand même, Blair, il y avait chez Blair quand même une méfiance à l'égard des corps intermédiaires. Il y avait quand même des côtés que j'aimais pas chez Blair, quand même. Moi, je crois beaucoup dans la nécessité de faire intervenir les corps intermédiaires. Vous voyez, je pense que Macron, sur les gilets jaunes, il a appris une leçon quand même, qu'à vouloir trop les contourner, on pense qu'on gagne du temps et on finit par en perdre, en fait. Et pendant 2 ans, il n'a pas pu réformer. Et je pense qu'il aurait davantage. Et l'idée de dire, je vous laisse une semaine pour vous mettre d'accord sur une réforme, évidemment, vous êtes des abrutis, donc vous n'y arriverez pas, et je gouvernerai par ordonnance, ça, je suis totalement contre, quoi. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on gouverne, quoi. Voilà, ça, je trouve que c'est détestable et pas efficace, quoi. C'est pas comme ça qu'on réformera les retraites, c'est pas comme ça qu'on réformera l'assurance chômage. Merci. D'autres interventions? Je crois qu'il y avait une remarque les financiers qui ont évacué le patron de Danone ne sont pas français. Est-ce que ouais, non, mais là, je ne sais pas quoi dire. Je sais pas. Ouais. Ils auraient pu être français. Bon, ce n'est pas une question de nationalité. C'est une question d'esprit financier mal placé. Oui, c'est ça, oui. Bon. Il y en a beaucoup comme ça. Non, je ne connais pas assez bien le dossier Danone. Il faudrait que je regarde un peu. Non, je suis. Michel Cabirol, PVD, éducation, bien sûr, mais aussi liberté qui évite les rentes et qui permettent aux gens éduqués de rester sur place. Et ça, c'est peut-être. Oui, absolument. Oui, mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, l'éducation, le fait que l'éducation soit très diffusée et que plein de gens puissent arriver, parce que le gros problème de l'innovation, c'est que l'innovation est un levier de mobilité sociale, mais tout le monde ne devient pas innovateur. Et l'éducation des parents joue un rôle très important. Donc, c'est important vraiment d'avoir un système où vraiment on minimise les inégalités dues au savoir des parents, c'est-à-dire en faisant des devoirs à l'école, en développement, parce que sinon, c'est vrai que l'innovation est un facteur de mobilité, mais l'innovation elle-même, elle peut être vous voyez, tout le monde ne devient pas innovateur, quoi. Et donc là, c'est important d'avoir un système, de démocratiser l'éducation au maximum et de familiariser avec la recherche les élèves, même dans les lycées les plus défavorisés. Ce que je fais moi avec le Collège de France, j'ai créé quelque chose qui s'appelle le campus de l'innovation pour les lycées. Et on va dans les zones défavorisées, dans les lycées de zones défavorisées, on fait venir des profs en biologie, en économie, pour familiariser les élèves avec la recherche et leur donner le goût de la recherche. Oui, sur ce point des pays en voie de développement, la question de l'éducation est une question importante, mais il faut aussi que les élèves de ces pays-là puissent avoir des débouchés chez eux. Oui, et que donc il y ait une certaine liberté pour entreprendre ou pour travailler, et qu'il n'y ait, pas un accaparement de la rente matière première notamment. Ça a été le problème de la Tunisie. La Tunisie, c'est très intéressant. C'est venu de quoi le mouvement en Tunisie? C'est que Bourguiba avait démocratisé l'éducation, mais Ben Ali réservait tout à sa famille, quoi. Donc vous aviez des gens éduqués qui étaient affreusement frustrés parce qu'ils ne pouvaient rien faire en Tunisie, quoi. Et la révolution est venue de cette contradiction-là, quoi. C'est-à-dire que Bourguiba a démocratisé l'éducation, mais il y avait d'énormes barrières à l'entrée parce que c'était la famille Ben Ali qui accaparait tout, quoi. C'est intéressant. Ça reprend quand Marx dit les forces productives rentrent en contradiction avec les rapports de production. Mais ça, c'est très marxiste. Hein. Là, on retourne à Marx. Hein. Pour compléter ce que disait Michel Cabirol et ce que vous dites là à l'instant, c'est que des études viennent d'être faites sur les immigrés qui viennent en Europe, et notamment d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique tout court. Et il apparaît que la grande majorité des jeunes, notamment, sont des jeunes déjà éduqués, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas chez eux. Oui, c'est ça. Ça permettrait de mettre en pratique, en œuvre leur éducation, leur métier. Exactement. Ce ne sont pas du tout des crèves-la-faim, comme beaucoup le disent, mais ce sont des jeunes qui n'ont pas d'opportunité de vivre chez eux. C'est ça. Et ça, c'est dramatique aussi. D'autres questions? Je regarde. N'hésitez pas. Reposer une deuxième question? Oui, oui. C'est toujours Jean-Paul Moussaffi. Donc, je voudrais revenir sur le déclin des taux de croissance de la productivité. Oui.
Dans quelle mesure, indépendamment des problèmes du blocage à l'innovation, cela ne vient pas de la structure des sociétés modernes dans lesquelles la part des services qui sont structurellement à des niveaux de productivité plus bas s'accroît par rapport aux secteurs qui sont productifs au sens de Marx, si vous voulez. Oui, alors vous avez raison, il y a un aspect qui est, vous avez un aspect qui est ce qu'on appelle le changement structurel. Donc ça, on en parle dans le chapitre 8 du livre. En fait, tout le chapitre 8 est sur le changement structurel. Mais je crois qu'aux États-Unis, vraiment, ça a été un déclin très rapide en 2005. Et là, c'est vraiment quelque chose de plus qu'un phénomène dû au changement structurel. C'est vrai que c'est plus difficile de faire de la productivité dans les services que dans le secteur manufacturier. Mais là, ce n'est pas un truc lent, c'est venu brutalement, quoi. Donc là, c'est pour ça qu'on pense qu'il y a autre chose, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est surtout dans les secteurs IT intensive. Donc, et les rentes se sont augmentées. Parce que si c'était juste ce problème que vous dites, on n'aurait pas vu l'augmentation des rentes en même temps que la baisse de la croissance. Et en fait, ces gens-là ont accaparé les rentes, quoi. Et ça, c'est le chapitre 6 du livre, qui regarde ça en détail. Et 8, enfin, 8 et 6. Une autre question de Michel. Un certain nombre de services très productifs connaissent fort de grimpe. Oui, ça, c'était ça. Notre question dans les PVD, éducation, bien sûr, aussi liberté. Oui, qui évite que les rentes. Oui, mais c'est ça. Alors, évidemment, le problème de la Chine, c'est que la liberté, vous l'avez moins maintenant. Et ça va être intéressant de voir s'il y a… Parce que les Chinois font le pari que ce n'est pas grave de ne pas avoir de liberté. Je pense qu'ils vont se heurter à un mur. Mais c'est très intéressant. Il y a des gens qui pensent que le modèle chinois, Aglietta, par exemple, ils pensent que le modèle chinois, ça marchera très bien. Que la liberté, ce n'est pas très important. Je ne suis pas sûr qu'ils pensent ça profondément, mais il dit que pour le moment, ça marche. Alors, ça marche parce que c'est rattrapage encore. Mais je ne sais pas. Et c'est vrai qu'ils ont rattrapé jusqu'à très loin. Hein. Ils innovent dans certains domaines. Ça ne veut pas dire qu'ils sont juste des imitateurs. Ils sont en pointe dans certains domaines. Alors, c'est vrai, c'est certaines aussi technologies reliées. Alors, c'est vrai que dans le manque de liberté, c'est vrai que du coup, ça te pousse à devenir très bon dans les technologies pour, par exemple, de caméras, d'espionnage des gens. Là, ils sont très, très bons. Un autre truc aussi, c'est comme ils n'ont pas des règles éthiques en biologie comme nous. Moi, j'ai des collègues du Collège de France. En France, ils peuvent expérimenter que sur des souris, et en Chine, ils peuvent expérimenter sur des singes. Voilà, donc il y a moins les règles éthiques sont différentes. Voilà, alors là, ça aide. Voilà, pour eux, je ne suis pas en train de faire l'apologie du modèle chinois. Donc peut-être que dans certains domaines, la liberté limitée aide, mais enfin, je pense qu'en général, non. Je pense qu'en général, l'innovation à la frontière a besoin de liberté. Et d'ailleurs, les Chinois sont très arrimés aux États-Unis. Ils envoient plein de gens dans les universités américaines. En fait, la vérité, c'est que c'est comme ça que ça fonctionne, la Chine. Ils sont très, très arrimés. Ils dépendent énormément du système américain. Bruno Deprel, apparemment, a levé la main. Oui, bonjour, je suis désolé, je n'arrive pas à envoyer ma question. Je l'ai écrite, mais elle ne part pas. Donc, je vais la poser oralement. Mariana Mazzucato met en évidence un système capitaliste, notamment américain, où le capital privé, tout particulièrement celui des grands groupes, est de moins en moins tourné vers l'innovation. Est-ce qu'il n'y a pas de manière générale, y compris aux États-Unis, une efficacité aujourd'hui qui est de moins en moins grande du capital privé? Elle le décrit assez bien dans le secteur de la santé, un système où on a finalement une recherche publique souvent très, très importante, des startups qui sont souvent issues de cette recherche publique, avec des gens qui créent leur boîte à partir de leur capital acquis aux frais du contribuable, si je puis dire. Et ensuite, ces startups sont acquises par ces grands groupes qui consacrent une part de moins en moins importante à la recherche. Encore une fois, elle cite le système de la santé et aussi un certain nombre d'autres secteurs. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas un vrai problème fondamental d'efficacité de plus en plus faible par rapport à ce qu'on pouvait avoir, y compris dans les années 30, par exemple? Donc, alors, c'est vrai qu'il y a une théorie qui dit que la recherche est de plus en plus dur de trouver des idées. Moi, j'y crois moyennement, parce que je crois qu'il y a des grandes innovations, comme l'intelligence artificielle, qui relance des vagues. Moi, je crois que ça marche beaucoup par vagues également. Et donc, je ne crois pas qu'on arrive à la fin de l'histoire, vous voyez. Je crois beaucoup que c'est lié à la concurrence là-bas. Parce qu'on voit vraiment que c'est vraiment les secteurs c'est vraiment ces gros GAFAM qui ont
qui ont inhibé, quoi. C'est vraiment de là. Si c'était vraiment les idées qui sont de plus en plus dures à trouver, ça me paraît pas. Je pense que, évidemment, à chaque fois qu'il y a des vagues, on rentre à un moment donné dans des rendements décroissants. C'est-à-dire, quand il y avait la machine à vapeur, à un moment donné, on est rentré dans des rendements décroissants. Mais après, c'est reparti sur l'électricité, puis après, c'est reparti sur l'éthique. Vous voyez, donc je crois qu'on sous-estime le fait. Et moi, je crois qu'il y aura des grandes révolutions dans le domaine de la santé, c'est évident. Il va y avoir ces révolutions-là. Donc, l'idée qu'on arrive à la fin de l'histoire et que maintenant les grandes innovations ont été trouvées, un peu la vision gordonienne, que les grandes innovations ont été faites et que demain il n'y aura pas, je ne crois pas que ce soit vrai. Je crois vraiment que ce qui se passe, c'est qu'il y a des. Bon, d'abord, on ne peut pas prédire quand les nouvelles prochaines vagues viendront, mais même l'intelligence artificielle a un potentiel fantastique de générer de la croissance, qui est inhibée par le fait que la politique de concurrence n'est pas adaptée. Je crois vraiment à ça. Je vois vraiment on voit vraiment que la concurrence a baissé, que les rentes ont augmenté et que c'est vraiment là que la croissance baisse, quoi. Donc, et que c'est là où la concentration a augmenté. On voit vraiment le lien entre les deux. Donc, je ne crois pas que ce soit. Alors, c'est toujours le truc schumpeterien. Si les entreprises existantes très grosses arrivent à mettre des barrières à l'entrée, comme elles ne privilégient pas. Typiquement, les entreprises, au début, elles innovent beaucoup, puis quand elles deviennent grosses, elles innovent moins et elles tendent à investir plus dans la politique et dans le lobbying. Ça, c'est vrai toujours. Il y a une étude très intéressante de mes collègues en Italie qui montre que les petites boîtes innovent beaucoup, et dès qu'elles deviennent grosses, leur investissement, c'est dans les politiciens pour se protéger. Et ça, c'est vrai dans partout. La question, c'est quelle loi, quelle politique on fait pour réduire le pouvoir de ces grosses entreprises et d'augmenter celui des petites, voyez. Et c'est ça qui est important. Dans n'importe quel cycle de vie d'une entreprise, évidemment, à mesure qu'elle devient très, très grosse, elle va tendre à faire des innovations moins importantes et d'absorber des petites, par contre. C'est-à-dire qu'au lieu d'innover elle-même dans son sein, elle va absorber des gens qui ont innové. C'est comme ça qu'elle va mettre de l'innovation. Mais en même temps, si elle empêche les nouveaux d'arriver, si on empêche les nouveaux d'arriver, ça, c'est pas bon. Vous voyez, c'est plutôt ça, c'est plutôt. D'où je crois, on revient toujours à l'idée, au dilemme de Schumpeter du départ, c'est-à-dire faire en sorte que les gros conglomérats n'empêchent pas des nouveaux d'arriver et de continuer à alimenter le système. Eda, peut-être, non? C'était ma question. Est-ce qu'il est encore temps? Est-ce qu'ils ne sont pas devenus trop gros et trop puissants? Est-ce qu'il est encore temps et possible? Moi, je crois qu'il y a toujours temps. Vous savez, il y a eu, dans le passé, on avait cassé AT&T. Il y avait eu des politiques antitrust qui ont cassé AT&T et qui ont créé des concurrents. Je crois qu'on peut tout à fait avoir des politiques de concurrence, bien sûr. Et d'ailleurs, la chance en Europe, c'est qu'en Europe, on a la commission de la concurrence, sur laquelle on tape beaucoup. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec leurs décisions. Sur Alstom Siemens, par exemple, je ne suis pas sûr qu'ils avaient raison. Mais la plupart du temps, je trouve qu'ils sont assez bien. Et nous, on a cette chance en Europe d'avoir une bonne politique de concurrence. Les Américains, ils n'ont pas cette chance-là. Mais on peut toujours mettre de la concurrence. Il y a eu la politique antitrust aux États-Unis, elle n'est pas venue tout de suite. Elle est venue à un moment donné et elle n'a pas continué comme elle aurait dû. Mais il y a eu une époque où on a cassé AT&T. Bell Labs, avant, ça faisait partie d'AT&T. Maintenant, Bell Labs ne fait plus partie d'AT&T. Il y a un aspect, si je peux poser une question, il y a un aspect qui reste pour moi un petit peu mystérieux dans l'analyse qui a été faite, c'est celui de la destruction créatrice, je veux bien. Il y a une destruction qui quand même peut poser problème dans la mesure où beaucoup de matière est détruite aussi, quelquefois pas mal d'humains. Donc le recyclage de ces matières ou la perte de ces matières est quelquefois une perte nette. Par ailleurs, on le voit pour tout un tas de déchets nucléaires dont on peut parler aujourd'hui, mais de bien d'autres déchets aussi qui sont problématiques. La question qui se pose aussi avec les innovations, c'est qu'une partie de ces innovations, jusqu'à présent, ont utilisé beaucoup de matières premières. Ces matières premières sont exploitées, exploitent des territoires de plus en plus importants, de plus en plus ciblés parfois, notamment pour les terres rares. Ceci n'est pas sans poser de problème dans la mesure où ces innovations se généralisent. Ça peut être vrai aussi pour l'intelligence artificielle demain. Est-ce qu'on ne va pas être obligé d'utiliser de nouvelles matières premières jusqu'au point d'exploiter un peu trop la terre? C'est une question dont on ne parle pas, je pense, assez souvent. Et une dernière question qui peut
être posée aussi. Est-ce que les innovations, moi je pourrais répondre dans un domaine que je connais un petit peu mieux, mais est-ce que les innovations qu'on peut prévoir ne vont pas amener à permettre à une grande partie de la population mondiale de vivre à un standard de vie élevé sans que ce niveau de vie élevé soit accessible réellement? Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème malthusien, si l'on peut dire, de démographie? On parle depuis une cinquantaine d'années de la transition démographique avec une baisse de la natalité, etc. Elle n'est pas observée très nettement dans tous les continents du monde. L'Afrique n'est pas en transition démographique, la Chine l'est vraisemblablement, l'Inde, on ne sait pas très bien encore. Donc il y a aussi là un problème d'inégalité devant l'accès à l'innovation. Et pour un temps assez long, semble-t-il. C'est-à-dire que là, la transition, elle n'est pas évidente. Donc là, c'est vraiment une sorte de trou noir pour moi. Alors, bon, vous voyez, là, beaucoup de questions qui sont vraiment très importantes. Bon, d'abord, la destruction créatrice, on peut la réconcilier avec l'humain. C'est ce que les Danois... une seconde, hein, je dois une seconde ouvrir. D'abord, on sait qu'on peut rendre la destruction créatrice compatible avec l'humain, c'est ce que les Danois font. Donc ça, on sait qu'on arrive à rendre le fait de, vous voyez, que perdre son emploi, passer d'un emploi à un autre, à partir du moment où on offre des garanties de revenus et de formation, je pense qu'on peut, et de protection, donc je pense que ça, on sait faire. Les matières premières, vous avez raison, il y a le problème de l'épuisement des ressources. Mais l'innovation peut permettre d'économiser sur les ressources. Donc, elle vous permet à la fois de trouver de nouvelles sources, même dans l'espace ou ailleurs. Je veux dire, peut-être demain, on ira sur Mars trouver des ressources. Je veux dire, maintenant, on va bien sur Mars, sur la Lune, on trouvera des ressources là-bas ou ailleurs, vous voyez, dans l'espace. Donc ça, je crois qu'on peut, vous voyez, rien n'est impossible de ce point de vue-là. Alors, la question, c'est quand et combien de temps ça prendra. Mais aussi, on innove si vous voulez, dans l'économie des ressources. Vous voyez, on apprend à utiliser de moins en moins de ressources. Je crois que vraiment l'innovation vous permet de sortir de la logique malthusienne. On peut grâce à l'innovation, quand même soutenir la croissance et puis surtout, ce qui est important, c'est la croissance de l'utilité. Je crois que c'est important, qu'est-ce que j'appelle croissance? Ce n'est pas juste la croissance quantitative, c'est la croissance de la qualité. Par exemple, moi, je dis toujours le fait, je vais chez un dentiste maintenant par rapport aux années 60, c'est beaucoup mieux d'aller chez un dentiste de nos jours que des années 60. Ça, c'est de la croissance. Je veux dire, la qualité de vie, c'est la croissance des utils qui est important. Et ça, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas continuer à l'avoir. Voyez, je ne pense pas que les ressources épuisables empêchent ça. Voilà, parce qu'on peut économiser sur elles et on peut apprendre à utiliser de nouvelles ressources et à produire des ressources. Donc ça, je crois que donc je crois également que, par exemple, vous voyez, vous parliez tout à l'heure de la transition, le changement structurel. Souvent, on croyait qu'il fallait passer de l'agriculture à l'industrie, puis au service. Moi, je pense qu'avec la révolution de l'intelligence artificielle, on va permettre à des pays d'aller directement de l'agriculture au service. Par exemple, en Afrique, je pense qu'on pourra se développer sans passer par l'industrie de masse. C'est-à-dire qu'ils pourront peut-être connaître un sentier de développement qui n'est beaucoup moins polluant que celui que nous, on a connu en Europe ou que les Chinois ou en Inde y connaissent. Ça serait formidable de faire ça. Vous voyez, donc ça, c'est envisageable. Avec les nouvelles technologies. Je veux dire, je crois qu'on ne peut pas a priori limiter. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas dire, voilà, ça ne se fera pas, quoi. Je crois que ça ne veut pas dire qu'on est d'un optimisme panglossien, ça veut dire qu'il y a des voies possibles. Elles ne viennent pas automatiquement. Donc il faut trouver, c'est comme en recherche. On sait que c'est possible, ça ne veut pas dire qu'on y arrive. Donc on se bagarre pour y arriver. Mais l'idée de partir perdant et de dire, a priori, Malthus me prend en tenaille, non. Grâce à l'innovation, je peux sortir de la logique malthusienne. Alors évidemment, je sais qu'il y a des ressources limitées. J'essaye de m'adapter, j'essaye de faire au mieux avec ces ressources. Peut-être je trouverai un jour de nouvelles ressources, parce que rien ne dit que j'aurai toujours besoin des mêmes ressources. Voilà. Et puis, sur la transition démographique, je pense quand même que les pays qui se développent connaissent à un moment donné une transition démographique. Je pense que souvent, elle s'est produite quand même. Dans les pays européens, on l'observe. Je veux dire, il y a pas mal de pays où on observe quand même une transition démographique. Peut-être qu'il faudra l'accompagner, l'aider, etc. Mais je pense que l'idée de dire on renonce à la transition démographique,
Je pense que non. Je pense que le développement, quand même, à un moment donné, vous permet quand même de contrôler mieux. Enfin, pourquoi? Parce que d'abord, les gens ont, à partir du moment où il faut beaucoup d'éducation, les gens peuvent avoir moins d'enfants mieux éduqués, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ils peuvent agir sur la fertilité davantage. Joue un certain degré de développement l'argument de qualité. Les parents peuvent vouloir avoir des enfants, mais aussi passer du temps dans les loisirs et faire d'autres choses. Et ils valorisent le temps. Donc, ça joue sur la fertilité, ça également. Vous voyez, je pense que je crois beaucoup dans les leviers de la transition démographique. Mais enfin, voilà, c'est juste quelques éléments de question à des sujets dont chacun mériterait une conférence, évidemment. Je soulevais cette question parce qu'on l'espérait, il y a 50 ans, on l'espérait venir beaucoup plus vite, la transition démographique. Des fois, vous savez, 50 ans, c'est rien pendant l'histoire. On pensait qu'elle serait arrivée maintenant. Oui. Donc, on n'en est pas encore arrivé. On n'y est pas encore. C'est pour ça que je pense que ces disruptions entre le temps et le développement, ce sont des choses à prendre en compte. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'avoir une vision purement économique, je ne dis pas qu'elle n'est pas bien, hein, mais je veux dire avoir une vision purement économique peut donner l'impression qu'on va y arriver, alors qu'il faut aussi sans doute qu'il y ait des orientations politiques, dont vous parliez d'ailleurs très justement, qui soient bien éclairées à la fois pour les citoyens, mais aussi pour les dirigeants. Et ce n'est pas toujours sûr que les dirigeants soient bien éclairés sur les orientations politiques. Mais vous avez raison, c'est pour ça que la société civile joue un rôle très important. Je pense que tout ce qui est responsabilité sociale d'entreprise, le rôle des consommateurs, le name and shame, de dire maintenant il y a des entreprises qui sont classées, vous savez, en termes d'environnement, là, le Bitcorp là, qui classe les entreprises, ça joue un rôle très important. Maintenant, de plus en plus de gens décident, moi je ne veux pas consommer les produits d'une entreprise polluante. Il y a un peu le name and shame, je crois beaucoup dans ces choses-là. Je crois que ça jouera un rôle très important. Donc je suis avec vous, je pense que ce n'est pas juste l'État qui décide. C'est l'éducation, c'est la société civile qui joue un rôle, le name and shame, voyez, tout ce qui est normes sociales qui évoluent. Je pense que tout ça, c'est très important, bien sûr. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui seraient rentrées ou... N'hésitez pas, hein, on n'aura pas une deuxième séance tout de suite avec Philippe Aguillon. On demandera prochainement, sans doute, je crois que de venir nous dire pour un prochain ouvrage où il en est. Mais tout de suite, on peut déjà poser beaucoup de questions. Il y en a déjà eu beaucoup de posées, d'ailleurs. Hein, En tout cas, on montre que la concurrence des consommateurs, c'est comme une augmentation de 40% du prix du carbone. C'est une force énorme, la concurrence. Les consommateurs informés et la concurrence entre entreprises qui pousse à aller vers davantage des technologies vertes parce que les consommateurs les poussent. C'est une force très, très, très importante. En fait, elle est aussi importante que la taxe carbone. Il faut la quantifier. Oui, je pense même qu'elle est peut-être plus intéressante. Elle est plus intéressante et elle est dans le chapitre 9, justement. J'ai toute une section du chapitre 9 là-dessus. Je n'ai pas été voir. Voilà. J'ai sauté pour aller à la conclusion. Ah, voilà. Oui, c'est bien. Bon, s'il n'y a pas d'autres, Eda, tu ne vois pas d'autres personnes qui... Je ne vois pas d'autres questions sur la discussion. Je pense que voilà, la discussion pourrait continuer de façon infinie, mais c'est fini sur les questions. Très bien. Bon. Merci beaucoup. En tout cas, c'était passionnant, plein de questions, évidemment, plein de sujets à pousser. Philippe, stimulant. On vous remercie beaucoup. Non, c'est un plaisir. On espère se revoir bientôt. Écoutez, en tout cas, vous êtes un groupe très, très dynamique et toutes les questions étaient très, très, très pertinentes et voilà, très stimulantes, absolument. J'espère que nos auditeurs et nos vidéastes amateurs auront été aussi conquis. Bien évidemment, on regrette toujours parce que dans une salle, il n'y a pas forcément plus de questions, mais on a l'impression que c'est plus animé. Bon. Donc, on regrette toujours cette non-présence, mais finalement, ça nous permet d'avoir
pas mal de personnes et puis encore une fois des personnes qui viennent de plus loin. Donc on vous remercie, on espère que vous continuerez à travailler sur ces questions et qu'on aura d'autres occasions avec un grand plaisir d'en parler. La destruction créative, c'est quelque chose que tous ne connaissaient peut-être pas, mais qui est évidemment quelque chose d'important que la nature elle-même, d'ailleurs, utilise. Il n'y a pas que les humains qui utilisent la destruction créative, donc on pourrait aussi voir ça de ce côté-là. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Et puis, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir, merci encore, beaucoup. merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à tous. Merci. Toujours difficile. Je vous salue tous. Voilà.